Bonjour à tous et à toutes. On va pouvoir commencer. Je vous invite à vous installer. Et je vous remercie tous de bien vouloir participer à cette table ronde. Donc je me présente d'abord, je suis Aurore Daven, je suis la directrice de la mer à la région Bretagne. On va essayer de vous faire une table ronde pas trop techno, du mieux qu'on peut, parce qu'on est en fin de journée en plus. Et on a invité pour être à nos côtés un certain nombre d'acteurs de la filière pêche, puisque aujourd'hui on a l'ambition de vous parler un petit peu des enjeux de cette filière pour l'avenir, puisqu'on est en train de travailler une étude prospective. Mais mon camarade Olivier Lepivert, qui travaille aussi à la région, va vous en parler de manière plus détaillée. Je vous présente, vous avez les noms des personnes qui sont là, vous les connaissez je pense pour beaucoup d'entre eux. Donc nous avons Didier Gasquel, qui est enseignant-chercheur et directeur du pôle halieutique à Agrocampus, Jennifer Leroux, déléguée régionale pour l'Union du mariage français, Jean-Baptiste Goulard, patron armateur sur le Coppelia, Yves Guiriec, directeur des équipements CCI 22, et puis Christian Guyader, PDG de Guyader Gastronomie. Donc merci à eux de nous faire le plaisir et l'amitié d'être là cet après-midi. Donc sans plus attendre, on va pouvoir attaquer un petit peu notre table ronde. Alors je vais repartir d'un truc peut-être un petit peu super connu par la plupart d'entre vous aussi, mais je pense que c'est important de remettre les choses en perspective. Pourquoi est-ce qu'on fait une étude un peu pour se projeter dans l'avenir ? Tout simplement parce qu'on est une filière en Bretagne assez importante. Et je vais me permettre de vous redonner quelques chiffres sans vous assommer, mais parce que ça permet de poser un petit peu le pourquoi et globalement l'intérêt de faire un travail de ce type-là. La filière sur des produits alimentaires en Bretagne, c'est à peu près 16 500 emplois. C'est des chiffres qui sont sur les années 2016, donc la fin de l'année 2016, donc ça a sans doute un peu évolué, mais c'est pour avoir une idée. Et sur ces 16 500 emplois, ça représente à peu près 4 070 entreprises et organisations. Il faut savoir que c'est finalement seulement 25% des emplois maritimes en Bretagne. On aurait pu se dire que c'est plus, mais finalement, c'est seulement 25%. Il y a à peu près 65 000 emplois, un peu plus de 65 000 emplois recensés, emplois maritimes en Bretagne. Mais c'est quand même plus de 50% des entreprises du monde maritime en Bretagne. Après, si on rentre dans le détail, mais sans être trop longue, pêche et culture marine, c'est à peu près 6400, 6500 emplois. Pour la pêche, vous le savez, je pense tous ici, il y a à peu près 1200 navires en Bretagne. 5800 établissements agroalimentaires. 50% de ces établissements sont en Bretagne au niveau national. C'est-à-dire la moitié des entreprises de l'agroalimentaire qui traitent du poisson sont en Bretagne. Donc c'est un élément très important et c'est une des raisons pour lesquelles Christian Guyader est là, parce qu'il se demandait pourquoi on l'avait invité, mais voilà, c'est une des raisons pour lesquelles il est là. Nous avons à peu près, alors j'ai vu que les chiffres avaient un peu évolué, on est plutôt autour de 1500 emplois sur le mariage et les grossistes aujourd'hui. Jennifer, voilà, c'est ça. Donc c'est un maillon qui finalement est en train de se concentrer, mais qui est très très important. Donc on y reviendra pas mal, je pense, dans les discussions cet après-midi. Et puis, je ne les oublie pas, à peu près 840 emplois à la vente aux consommateurs. Donc là, dans ce maillon-là, on a évidemment la poissonnerie qui est recensée. 700 emplois dans la logistique. Bah oui, on considère que nous, dans la filière, les aspects transport et logistique, c'est comme vous aussi, c'est super important. Et puis, 13 à la marée, évidemment. Plus de 100 points de débarquement officiels encore en Bretagne. 90 000 tonnes de produits qui font à peu près 50% de ce qui est débarqué en cryo national. Et je n'oublie pas, parce que c'est sans doute un élément très important pour l'avenir, 70 000 tonnes d'algues débarquées chaque année. Voilà, j'en dirai pas plus sur les chiffres, mais je pense que c'est important parce que ça permet de resituer l'importance de cette filière. Je vais laisser la parole, du coup, à Olivier Lepivert. On va procéder de manière très simple. Il va vous présenter un petit peu l'étude et puis le diagnostic avec les enjeux principaux qui ont été recensés jusqu'ici. Et puis, on essaiera d'interagir et d'avoir les réactions à la fois de notre panel et puis les vôtres, si vous le souhaitez, pour commenter un peu chacun des enjeux qu'on va vous présenter. Je te laisse la parole, Olivier. Oui, bonsoir.
Alors, juste en quelques mots, pourquoi cette étude? D'une part parce que ces dernières années, la filière est affectée par des mutations environnementales. Enfin, en fait, on en parle tous. C'est dans l'actualité. Et, il n'est pas très compliqué de voir à quoi je fais référence. Des mutations environnementales, mais aussi une mutation du tissu économique assez important, des intégrations, des filières historiques qui sont affaiblies. Et en fait, dans un contexte où le Conseil régional et le président que vous avez vu et qui est très engagé sur les questions maritimes travaillaient autour d'un projet qui s'appelle la Brescop, mais qui vise à anticiper et adapter la Bretagne aux transitions à engager. L'idée, c'était de retravailler les orientations plus spécifiques liées à la pêche et l'aquaculture, qui dataient un peu. Et voilà. Alors, on aurait pu faire ça, écrire une stratégie. Pourquoi on fait une étude? On fait une étude parce que d'abord, le Conseil régional ne peut pas tout. L'État, les collectivités publiques ne peuvent pas tout non plus. Et donc le principe, c'était de chercher une forme souple qui nous permette aussi de travailler avec les acteurs. Voilà. Et puis on voulait pas non plus, je disais l'État ne peut pas tout, mais en plus quand on pense à l'État ou aux collectivités publiques, on pense à certains instruments particuliers pour sortir d'une période de programmation. On en a beaucoup utilisé un. On sait qu'il n'est pas toujours adaptable. Il correspond pas toujours aux enjeux, aux besoins, et donc il faut savoir toiletter ça. Alors, du coup, cette étude qu'on a appelée Horizon 2040, c'est une étude prospective. L'objectif, c'est de chercher à construire avec tous les acteurs, avec la société civile, à construire une vision commune des enjeux auxquels font face les filières et potentiellement des actions qu'elles peuvent engager à cette fin. C'est une étude qui a été lancée en avril 2019 et qui est en deux parties. Une partie très diagnostique où on fait la photo. Et c'est cette première photo, ces premiers éléments de la photo, du panorama de la filière en Bretagne qu'on va restituer aujourd'hui. Puis il y a une deuxième partie qu'on va engager après qui vise à construire des scénarios, à faire de la prospective. Alors faire de la prospective, c'est quoi en fait? C'est regarder quelles sont les tendances un peu dominantes, un peu majeures, qui affectent la filière. Et à exploiter ça, tirer les traits et se dire bon bah voilà, j'en prends certaines et avec certaines de ces tendances, je construis une idée de ce que pourrait devenir le secteur à horizon 20 ans. Voilà, et je prends différents scénarios et ces scénarios-là, c'est pas un exercice pour un exercice, c'est un exercice pour réfléchir et aussi pour nous inviter tous à réagir. Voilà. Donc cette étude, l'objectif là, on est en train de préparer la phase de diagnostic et aujourd'hui c'est une étape importante pour nous de vous restituer un peu les premiers enseignements, voir comment ça vous interpelle. Et puis on entamera après le 6 novembre le moment de la restitution finale de ce diagnostic. On entamera plutôt la partie prospective. Alors, je m'attarde pas, mais sur cette étude, le Conseil régional mobilise un certain nombre de moyens. Il y a beaucoup d'entretiens. Vous avez le panel, ou en tout cas la manière dont c'est catégorisé un peu dans le tableau. 70 entretiens, un groupe de travail dédié. Beaucoup de réunions territoriales, 6 au total sur cette première séquence de diagnostic. Donc ça fait pas loin de 200 inscrits, 150 participants. Au total, on considère qu'on a touché 250 personnes avec l'étude, ce qui, l'échelle de la filière, est quand même relativement notable. Et puis, comme je disais, restitution du diagnostic le 6 novembre à Rennes. Est-ce que vous avez des questions sur la méthodologie, même si c'est pas forcément très intéressant, mais sur les objectifs ou etc. Avant que. C'est pour être sûr. Non, tu peux y aller. Ok. Bon, alors là j'entame un tunnel. N'hésitez pas à m'arrêter. Quels sont les enjeux qui ressortent de ce diagnostic? C'est un premier essai de synthèse. Donc voilà, on teste avec vous aujourd'hui. On en a listé 6. Un premier sur l'attractivité des métiers, un deuxième plus sur la valorisation, la valeur ajoutée de l'organisation et les produits, si je puis dire.
Un troisième sur les besoins d'innovation et d'un cadre facilitant pour ça. Un quatrième qu'on a appelé conforter les transitions, mais en fait qui parle de tous ces projets, de ces thématiques, de ce qu'on entend, qui est dans l'actualité, qui génère sans doute des projets nouveaux sur les territoires, hein, mais qui n'est pas très visible. On va y revenir. Un cinquième, un enjeu qui est assez structurant et qui est un enjeu entre un modèle artisanal, PME, etc., qui était relativement réparti sur l'ensemble du littoral et qui aujourd'hui est re-questionné. Du coup, re-questionne un maillage territorial et qui demain, où est-ce que ça va nous emmener? Et puis un dernier, qui est sans doute le plus complexe, qu'on a appelé faire face aux vulnérabilités, en fait, qui traite des enjeux environnementaux lourds en face desquels on est et au vu desquels on a surtout beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes et peu de réponses à ce stade. Alors, le premier, le diagnostic sur l'attractivité, en fait, je pense que je ne vais pas surprendre grand monde en disant que, en gros, on a un déficit d'image dans le secteur qui s'est aggravé depuis quelques années. Il y a des campagnes, voilà. En tout cas, on a un secteur qui, comme différents secteurs économiques, est quand même globalement vieillissant, avec des difficultés de recrutement dans les filières, avec des difficultés aussi sur l'installation. Et puis un secteur qui a une image aussi accidentogène, et c'est pas qu'une image d'ailleurs. Voilà. Alors là on a listé certains facteurs. Il y a des facteurs liés au fait que c'est des formations pour lesquelles, c'est des métiers pour lesquels il y a aussi beaucoup de brevets, donc beaucoup d'obligations réglementaires. Et que du coup c'est un marché qui est relativement fermé ou cloisonné, enfin qui est pas forcément facile à appréhender de l'extérieur et pour lequel en fait il y a peu de capacité à entrer en cours de carrière. Deuxième enjeu sur le... Tu fais tout le tunnel ou on peut réagir? On peut réagir. Ouais. Alors, du coup, je te laisse revenir en arrière. Sur l'attractivité, moi, j'avais envie un peu de vous entendre là-dessus, parce que pour certains, vous êtes concernés au premier chef. Hein. Je pense à Jean-Baptiste en particulier, qui en tant qu'armateur, doit vivre un peu ça au quotidien. Comment, Jean-Baptiste, est-ce que vous voyez ça? Est-ce que pour vous, j'imagine que c'est un enjeu important, est-ce que vous avez déjà des difficultés par rapport à votre activité? Est-ce que vous sentez qu'il y a des besoins particuliers? Est-ce que vous avez des idées sur ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses? Oui. L'enjeu, oui, de l'attractivité, c'est attirer la jeunesse vers ces métiers-là. Le métier de la mer, le mareyage, je pense assez en général, n'attire plus. Comment faire venir les jeunes? En leur donnant des nouveaux outils, des outils un peu plus adaptés. Ce qu'on essaye de faire, mais ça a des coûts assez importants. On n'est pas très aidé là-dedans non plus, donc on vit un peu seul cette démarche. Moi en l'occurrence, non, j'ai pas de problème. J'essaye de faire venir les jeunes. On a mis une dynamique en place sur la vie famille. On a essayé de créer une vie dans notre métier parce qu'il n'y avait pas. On a réussi. Comme ça, on arrive à garder les gens. J'aimerais bien rebondir aussi, c'est tout bête, c'est un petit détail qui m'énerve un peu, votre horizon 2040. Je pense que pour moi, l'urgence est même au-delà de 2040, parce que si on ne fait rien d'ici 2040, on parlera même plus de notre filière, parce qu'on voit bien que la filière part très vite à l'étranger. Aujourd'hui, on se bat un peu seul contre ça, hein, et on commence même, nous, à envisager de pourquoi pas le faire, parce qu'on parle d'une Europe... Oui, quand on voit d'autres pays européens qui arrivent plus facilement, on commence à se poser, à se dire, nous on a des entreprises aussi, pourquoi pas commencer à voir ce qui se fait ailleurs? Parce que non, on sent pas un appui de la région, honnêtement. Pas vous attaquez vous, parce que vous êtes pas vous, mais on n'a pas vraiment un engagement de la région, hein, à part nous donner des difficultés. Honnêtement, c'est plus le ressenti qu'on a.
Maintenant, on essaye d'évoluer nos entreprises tant qu'on peut. Là-dessus, juste pour qu'on soit clair pour tout le monde, je pense que vous pensez aux aides liées au FEAMP, entre autres, non ? Non, ou c'est plus général ? Globalement, très général. Pour qu'on se comprenne, ouais. Non, pas le FEAMP, ça, on savait très bien que c'était comme à chaque fois, beaucoup de promesses. Voilà, c'est pas que le FEAMP, c'est en général, c'est beaucoup de blabla, parce que bon, votre étude, elle est très bien, faut en parler. Mais honnêtement, comme à chaque fois, aujourd'hui, je pense qu'il y a plus une urgence 2040 et c'est très loin. On voit, nous, notre secteur de pêche qui s'évade. Le secteur du maraîchage, c'est pareil, il se centralise. Hein. Aujourd'hui, le maraîchage, c'est quoi ? C'est plus que des grosses structures. Et le secteur de la pêche prend ce chemin-là aussi parce que ça a des enjeux tellement lourds financièrement que aujourd'hui, si on veut vivre, faut essayer de s'associer, il faut essayer de trouver des gens qui veulent rentrer en partenariat, créer une société. Aujourd'hui, non, faut trouver des capitaux. Donc ça se capitalise et du coup, faut vivre avec ce temps. Mais voilà. Mais il y a une réelle urgence à se poser les vraies questions si on veut, en 2040, parler encore de ce secteur. Oui, tout à fait, c'est l'objectif. Après, je suis bien consciente que 2040, ça peut sembler très loin. Et justement, l'enjeu, il est là. Il est vraiment d'identifier quels sont les sujets qui, si on ne les traite pas, finalement, feront qu'en 2040, on n'aura plus de questions à se poser. Donc, vous êtes tout à fait dans le sujet, il n'y a pas de souci. Par rapport à la question de l'attractivité, du coup, peut-être qu'on peut rebondir avec Jennifer ou avec Didier, mais sous deux angles différents. Je vous laisse vous organiser. On l'a dit déjà à deux reprises. C'est vrai que le mariage, typiquement, est un maillon qui est un peu en mutation forte en ce moment. Est-ce que du coup là-dessus il y a des choses qui te semblent indispensables à travailler dès à présent et des choses à inscrire dans la durée pour essayer finalement d'accompagner ce secteur et de faire qu'il ne se réduise pas à peau de chagrin? Évidemment, il y a des choses à faire, surtout comme le disait Jean-Baptiste, dans un contexte de concentration. Il y a des choses à faire. Ça ne veut pas dire que des grosses entreprises peinent moins à recruter. Les problématiques de recrutement, ils sont rencontrés par toutes les entreprises. Pour vous donner un ordre d'idée, d'ici 5 ans, il y a 2000 employés de Marais qui partiront à la retraite. Et aujourd'hui, le recrutement, il est pas compliqué, c'est le parcours du combattant. Pour trouver quelqu'un, et surtout pour trouver quelqu'un qui reste. Donc, de notre côté, le maraîchage, on fait un peu aussi notre travail qui est de essayer de retravailler sur des conditions de travail qui ont besoin d'être améliorées pour pouvoir bénéficier d'une attractivité au niveau des plus jeunes. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul, de par la typologie justement des entreprises. Il y a énormément de choses à travailler sur l'attractivité des métiers, sur la visibilité du maraîchage au sein de la filière, parce qu'au niveau du grand public, quand on dit qu'on est maraîcheur, on nous répond « Waouh, super, tu vends des robes de mariée ». Donc non. Mais je pense que, comme il était dit hier lors de la table ronde sur la place des femmes dans la filière, il y a des choses à améliorer, parce qu'évidemment, les femmes représentent un fort pourcentage des salariés dans les entreprises, par entre autres le travail du filetage. Et on imagine que de toute façon, le travail en heure décalée restera toujours de mise, à moins de grands changements d'ici 2040. Mais avec la région Bretagne, avec les autres institutions, il y a des pistes qui peuvent être creusées, entre autres sur des crèches d'entreprises. Les places portuaires regroupent un certain nombre d'entreprises et évidemment, faciliter une garde d'enfants à partir de 6h30 du matin, je suis sûre que ça permettrait d'attirer d'autres personnes qui rencontrent ce frein au quotidien, qui n'ont pas de nounou, qui n'ont pas de possibilité de garde pour leurs enfants et qui freinent justement l'accès à l'emploi dans les ateliers. Et il y a plein d'autres choses, j'en suis certaine. La mobilité en fait partie. Quand il n'y a pas de bus pour venir travailler à 6h du matin, c'est un autre frein pour quelqu'un qui n'a pas le permis ou qui n'a pas de véhicule.
Didier, si tu veux bien, sous l'angle un peu formation initiale. Oui, je veux bien intervenir sur ce thème-là parce que sur l'attractivité, alors plus côté pêcheur, je connais très mal ce qui se passe du côté mariage, on voit bien que les lycées maritimes font pas le plein et que les jeunes qui sont formés là, une partie d'entre eux choisissent pas du tout les métiers de la pêche. Et puis il suffit de regarder la pyramide des âges des marins-pêcheurs pour voir qu'il y a un vrai très gros problème de renouvellement des générations et que le maintien, le développement d'une pêche en 2040, c'est un enjeu majeur. Alors moi, il me semble qu'il y a 3 freins que je voudrais citer qui sont peut-être pas, il y en a peut-être d'autres, hein, mais c'est ceux que moi je repère bien. Le premier, alors, je vais faire un tout petit détour. Il se trouve que je viens de publier un gros bouquin sur l'avenir de la pêche et que ça me vaut d'aller faire des conférences à droite à gauche. Et dans ces conférences, j'ai vraiment été très surpris de découvrir. Alors, je rencontre des publics très divers qui viennent dans des festivals littéraires, pas forcément qui connaissent pas le monde de la pêche, etc. Et j'ai vraiment été très surpris à quel point dans une partie de la population, la pêche garde une image extrêmement détériorée, une image de les pêcheurs sont les destructeurs de la mer. C'est évidemment très paradoxal. On en reparlera peut-être à propos des enjeux d'environnement parce qu'on est plutôt à un moment où ça va mieux, la ressource se porte mieux, on gère mieux les ressources, on gère mieux les impacts sur les écosystèmes, et pourtant l'image elle reste extrêmement dégradée, notamment dans la jeunesse. Et clairement, je pense qu'il y a un vrai enjeu, une vraie question pour la filière pêche, c'est de retisser le lien avec la société. Alors, ça concerne l'attractivité parce que je pense que c'est vrai, moi je le vois beaucoup dans des publics étudiants, mais je pense que c'est aussi vrai, au moins en partie, dans des publics de lycées maritimes. On a de plus en plus des générations qui veulent un métier qui ait du sens. Les jeunes, là, ils ont sans doute parlé depuis qu'ils sont tout petits des problèmes de biodiversité, de climat, etc. Et ils veulent tous, et c'est plutôt une bonne nouvelle, faire des métiers qui aient du sens, qui contribuent à sauver la planète. Moi, je prétends que la pêche est l'un des secteurs où on doit repenser justement la relation à la nature et que c'est un endroit formidable pour travailler sur ces questions-là. Mais c'est pas l'image qu'il y a. Donc il y a un vrai enjeu pour redonner du sens au métier de la mer comme étant les gens qui vivent en harmonie avec la nature, qui vivent de la nature, qui ont besoin de la durabilité de la nature, etc. Donc il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Le deuxième, c'est que je pense que de plus en plus, tous les parents, moi, mais d'autres, etc., souhaitent un avenir pour leurs enfants qui soit un avenir où on fasse pas mal d'études. Alors, le niveau des études, il a augmenté en matière de pêche, mais je pense qu'on peut faire encore plus et mieux. Être marin-pêcheur aujourd'hui, c'est maîtriser des savoirs extrêmement divers qui vont depuis probablement des histoires de comptabilité, parce que très vite, on se retrouve à faire de la gestion d'une entreprise, des histoires de motorisation, et puis des histoires d'environnement, que les pêcheurs aient une formation sur de l'écologie, sur les bases scientifiques de la gestion des pêches. Je pense qu'on doit tendre vers une situation dans laquelle les marins-pêcheurs deviennent des techniciens supérieurs ou des ingénieurs de la mer qui mènent une entreprise d'exploitation durable des ressources marines. Et ça, élever le niveau des formations des marins, c'est aussi travailler à l'attractivité. Et puis, il me semble qu'il y a un troisième volet. Les marins sont dans l'ensemble bien payés, mais je vois, nous, on forme des ingénieurs, et il y a des secteurs où, pourtant, les ingénieurs se voient offrir des salaires extrêmement confortables et qui ont du mal à recruter parce que les jeunes, ils sont aujourd'hui intéressés par les salaires, mais ils sont d'abord et peut-être avant tout, et de plus en plus, intéressés par des conditions de vie. Par des conditions de vie. Alors, il faut travailler sur le bateau, le confort du bateau, etc. Mais dans la mesure où on est plutôt dans une période favorable pour la rentabilité des entreprises de pêche, justement parce que globalement la ressource se porte aujourd'hui un peu mieux. Alors je ne dis pas que c'est vrai pour tous les bateaux, mais globalement ça va mieux. Je pense qu'il y a un vrai chantier à ouvrir, c'est comment on fait du progrès social dans la rémunération des marins, dans les conditions de travail. Est-ce qu'on peut réfléchir à des endroits où on travaille que, allez, je vais être un peu provocateur, 3-4 jours par semaine. Il y a peut-être des jeunes qui se contenteraient de salaires un peu plus faibles pour aller 3-4 jours travailler sur le bateau, réfléchir à des équipages qui tournent, etc., à des conditions de travail qui répondent à des attentes d'un public jeune qui est peut-être plus sur cette démarche, je travaille le maximum pour gagner le maximum. Non, la qualité de vie, je pense, pour des jeunes est devenue quelque chose de vraiment très déterminant. Merci. Jean-Baptiste, je pense que je veux réagir parce que ça concerne directement les emplois embarqués. Et puis je pense qu'après, peut-être nos lycéens qui sont dans la salle auront envie aussi de réagir. Je te rejoins tout à fait là-dessus, parce que honnêtement, aujourd'hui, on a sur la créativité et les enjeux de vie de famille, moi, on a pris ça en compte. Ma génération, on a travaillé là-dessus, et l'avantage, on n'a pas le problème de recrutement, nous, parce que on a mis ça.
On gagne moins, mais on a une vie de famille. Et j'ai un autre collègue qui est pas là, mais qui a mis la même chose en place que moi, et on s'y retrouve. Et du coup, c'est organisé comment vous avez 2 équipages, vous fonctionnez comment? Non, on fait des rotations. Les rotations. navires travaillent parce que Ouais. ils ont besoin de travailler. Hein. Des bateaux, c'est comme des entreprises. Hein. Ça ne s'arrête pas parce que ça a une rentabilité. Mais on met une rotation avec des tours de vacances. Moi, concrètement, nous, c'est de la pêche hauturière. Donc, nous, ça fait un mois 15 jours. Ça représente 5 mois de congé à l'année, à peu près, en moyenne. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Hein. Maintenant. Et puis, ça a été, dès que je me suis installé, c'était la première chose qu'on a mis en place et qui fonctionne. Et aujourd'hui, oui, c'est une réalité. Les jeunes ne veulent pas gagner des millions, ils veulent gagner leur vie. Et puis, les mentalités ont changé. Hein. Maintenant, je vais me faire taper, hein. On va attaquer un peu. Je veux dire, les mentalités ont changé, on fait travailler les femmes. Donc, voilà. D'accord. Je ne sais pas si du coup, nous avons normalement des BTS GPEM qui sont là. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Vous avez le droit aussi de vous exprimer, de nous dire un peu quelles seraient vos attentes aujourd'hui. Et vous, Horizon 2040, ça peut vous parler parce que vous serez encore au boulot à cette période-là. Je ne sais pas, n'hésitez pas. Hein. C'est intéressant d'entendre votre regard aussi. Si vous avez envie de nous dire un peu qu'est-ce que vous attendriez du bateau du futur pour être à la pêche, c'est le moment ou jamais. Non, vous avez pas envie. On pourra en parler après si vous préférez. On a encore pas mal d'enjeux à vous présenter. Donc évidemment, il y aura rien d'exhaustif dans ce qu'on va vous dire cet après-midi, mais c'est plutôt un donné à voir des sujets qui ont été évoqués et puis des choses des chantiers qui sont devant nous. Donc, je vais redonner la parole à Olivier pour le deuxième sujet qui porte sur la valorisation des produits, où là, je pense qu'on aura beaucoup à dire aussi. Oui, alors, un sujet pas facile à résumer. Pour essayer de le dire en quelques mots. On a des enjeux de valorisation des produits avec des équilibres que certains ici connaissent beaucoup mieux que moi sur... l'équilibre des ventes sous criée entre enchères, contrats, gré à gré, détail, avec des canaux de vente, des circuits de vente qui se sont globalement diversifiés depuis plusieurs années, avec un sentiment quand même que tout n'est pas toujours parfaitement au point, tous les équilibres ne sont pas là. On a eu des gros efforts qui ont été faits dans les criées pour améliorer progressivement les services. Mais je dirais que ça ne suffit pas à étouffer les demandes et les attentes, qui sont aussi légitimes. Du côté de la demande, on a souvent, je pense, dans les conférences High-Tech Mer, évoqué la demande des consommateurs qui demandent qualité, traçabilité. Il y a des demandes émergentes sur la question de bien-être animal, la durabilité, ça fait longtemps que c'est là. Et puis maintenant, on a des nouvelles préoccupations, je dirais pas l'aliment sain, mais qui émergent autour de l'aliment santé, de l'aliment qu'on mange et qui fait du bien. Voilà. Mais c'est aussi les consommateurs qui sont sans doute un peu à la genèse ou à l'impulsion, en tout cas, d'enjeux autour de l'organisation de filières de distribution locale des produits, avec aussi l'irruption du numérique qui facilite l'émergence de circuits de ce type. Voilà. Alors, on a des problématiques là qui peuvent paraître très pêche. En conchyliculture, en pisciculture, l'enjeu est peut-être un petit peu différent. Cela étant, on a, et c'est quelque chose qui est souvent relevé par là les différents opérateurs, des formes de concentration aussi des transporteurs, avec demain potentiellement des impacts sur la collecte des produits de petits opérateurs un petit peu plus périphériques, un petit peu moins bien situés. Donc voilà, en gros, pour brosser très vite cet enjeu.
Donc sur ce sujet-là, je pense que tous nos intervenants auront envie de réagir, mais je vais donner la parole peut-être à Christian Guyader d'abord, parce que justement, je l'ai dit un peu en introduction, la transformation fait une partie intégrante de cette filière et contribue évidemment à ce qu'on appelle de manière générale la valorisation, même si on sait que c'est à chaque maillon que ça commence, dès le bateau et jusqu'au consommateur final. Donc je vais vous laisser un peu nous dire comment vous voyez ça. Bonjour à tous, merci. C'est vrai, quand on m'a appelé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais venir faire là, puisque je suis entouré vraiment de professionnels de la pêche. Et moi, je suis charcutier au départ. Donc, une charcuterie qui a mal viré, puisque donc aujourd'hui, on fait la plus grande partie de notre activité, effectivement, dans les produits de la mer, dans ce qu'on a appelé d'abord le traiteur de la mer, donc les rillettes, les terrines de poisson, ce genre de choses. Et puis, un peu plus tard, dans le poisson fumé, principalement du saumon et de la truite, et puis aussi des poissons de nos côtes. Donc, je suis là et j'ai répondu à cette étude, en fait, parce que sans poisson, j'existe plus, tout simplement. C'est-à-dire que si demain, en Bretagne, il n'y a plus de poissons, moi, j'ai plus d'entreprise. Donc, j'ai quand même un intérêt dans cette histoire. Et de raisonner 2040 me paraît tout à fait sensé. Et moi, ce que je pense, c'est que on sera en 2040 ce qu'on a envie d'être. C'est-à-dire que je suis aussi marin par d'autre côté. Et je pense à Sénèque qui dit que il n'y a de vent favorable que pour celui qui connaît son port. Ben, je crois qu'on est un peu dans cette situation dans la pêche. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut demain développer non seulement la production, la transformation et l'élaboration en Bretagne, ou est-ce qu'on veut être des sous-traitants, on appelle ça comme on veut, pour des multinationales? C'est vraiment des choix fondamentaux, parce que demain, si on veut vendre tous les bateaux à des Chinois, je pense que c'est possible. Si on veut vendre les pisciculteurs à des Norvégiens, ça va pas être très compliqué. Et moi, pour vendre mon usine de poissons fumés, j'ai qu'à prendre mon téléphone et demain, j'ai 3 propositions. Donc voilà, c'est... Moi, 2040, ce qui m'intéresse, c'est en Bretagne et qu'est-ce qu'on a envie d'être. Et je répète, on sera ce que collectivement, là, on a envie d'être demain. Donc, il y a quand même de gros enjeux. Moi, je suis défenseur depuis toujours de la Bretagne. Ça fait 30 ans que je travaille. Juste un petit mot sur l'entreprise. Donc, charcutier, au départ, c'est un quart de notre activité. Les 3 quarts, c'est dans le poisson aujourd'hui. On achète à peu près pour 5000 tonnes de poissons. Le premier poisson, c'est la truite, et la truite de Bretagne. Et la truite de Bretagne, encore une fois, alors je sais qu'il y a beaucoup de pêcheurs, moins de pisciculteurs dans la salle, mais c'est une activité menacée, parce que si demain, et en Bretagne, on a une guerre de l'eau, on dit cette eau, on la réserve soit pour les piscines des particuliers, soit pour l'agriculture, je peux vous dire qu'il n'y aura plus de poissons, puisque les pisciculteurs, sans eau, ils ne peuvent pas faire de poissons. Et moi, si j'ai plus de poissons bretons, j'ai plus de raison d'avoir une entreprise en Bretagne. Et puis j'ai aussi une petite activité sur l'île de Groix. Donc là, pour les plus locaux d'entre vous, cette activité n'a de sens que si effectivement on peut trouver du poisson de petite pêche sur la criée de Lorient, du Guilvinec ou de Roscoff. Donc on est vraiment très attaché à l'avenir de la pêche, de cette pêche bretonne, qui est sans doute la meilleure du monde, ou une des meilleures du monde en tout cas. Et ce que j'ai envie de dire, puisqu'on parlait de la filière, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on ne soit pas juste éleveur ou pêcheur, mais aussi qu'on aille jusqu'au bout de la transformation. Parce que ce qui m'intéresse, j'ai des enfants, des grands, des petits, j'ai envie qu'ils restent vivre en Bretagne. Pour ça, il faut qu'ils aient du boulot. Et si on ne fait que collecter ou élever du poisson sans le transformer, on ne va pas créer de richesse, ou en tout cas, ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça qu'on est tous dans le même bateau, je pense, dans la salle, y compris moi, parce que cette richesse, plus on élabore un produit, plus on crée de la valeur et plus on crée de l'emploi dans notre région. Donc là aussi, il y a un vrai enjeu sur la transformation. Alors aujourd'hui, effectivement, tout bouge, et ce qui bouge le plus dans nos métiers, c'est le consommateur, qu'on est tous là sur la scène, vous dans la salle. Et ce consommateur, actuellement, il change énormément, il est de plus en plus exigeant, il est de plus en plus informé, il veut être de plus en plus, il veut tout savoir. Et puis il a des outils aujourd'hui pour tout savoir, les réseaux sociaux,
dans nos métiers. Vous êtes même sans doute utilisateur des Yuka et compagnie, parce que c'est 12 millions quand même de connexions actuellement sur Yuka, donc c'est pas rien. Tout ça, ça a des incidences, j'en passe. Les Nutri-Score demain, et c'est quoi ce produit, enfin bref, des logiciels de ce type, enfin des applications de ce type, il y en a beaucoup. Et ça a quand même des conséquences très claires sur aujourd'hui, et ça a un impact sur l'alimentation de demain, et ça en aura de plus en plus. Et aujourd'hui, on veut une alimentation de plus en plus saine, on veut savoir effectivement ce qu'il y a dans le poisson qu'on a acheté, est-ce qu'il a été pêché dans des eaux saines ou pas, etc. Donc, et je pense que là, on a des réponses ensemble à obtenir, à donner, pardon. Et c'est pas toujours évident. Moi, je me suis planté, mais lamentablement, à faire du merlu, de la sardine locale et du lieu jaune fumé. On était super fiers de nous. Une association avec pêcheurs de Bretagne, on se dit, il en a coché tous les cases. On en a vendu 5 tonnes dans l'année, quoi. Donc, il n'y a pas de quoi être fier, quoi. Donc on a vraiment besoin d'apprendre comment aussi valoriser ces produits de pêche locale. C'était pas une question de prix, parce qu'honnêtement, par rapport à du saumon, c'était même moins cher que du saumon. Mais on n'a pas réussi à séduire les consommateurs, donc il y a quelque chose qu'on n'a pas trouvé. Ce consommateur aussi, cet impact du changement du consommateur a des incidences sur les techniques de production, que ce soit chez vous comme chez nous. On veut aujourd'hui une pêche durable, on veut également des produits régionaux. Donc là encore, je me tourne vers mon voisin qui est pêcheur. Moi, je prie tous les matins pour que la pêche continue. Donc continuez, quoi. Et puis on veut, et ça c'est vraiment fondamental, de plus en plus de transparence. Donc ça veut dire ouvrir nos outils en ce qui vous concerne, vous montrer ce que vous faites, parce qu'on a souvent tous un peu honte de ce qu'on fait. On se dit, oh non, là, c'est pas terrible. En réalité, on travaille globalement plutôt bien. Donc, et il faut qu'on se libère un peu de tout ça, qu'on n'ait pas peur de montrer ce qu'on fait, de faire venir des consommateurs, de faire venir des enfants. Moi, je fais des cours de cuisine actuellement à des enfants, c'est juste génial, quoi. Donc, et ce seront nos consommateurs de demain. Donc, cette transparence... c'est de montrer, et c'est aussi d'expliquer le prix. Alors là, je touche certainement un sujet sensible dans la filière pêche, mais je pense que le consommateur, il a besoin d'y comprendre quelque chose. Quand un jour, il voit de la langoustine à 30 € et que le lendemain, enfin pas le lendemain, mais quelques mois après, il la voit juste à quelques euros, il ne comprend pas forcément. Alors nous qui sommes bretons, là, peut-être qu'on a l'habitude, mais quand on n'est pas breton et qu'on ne connaît pas tout ça, c'est vrai qu'on se dit, on se fait un peu avoir à certains moments. Donc, la notion de transparence sur le prix, d'expliquer le prix, ça fera aussi partie, je pense, des enjeux de demain. Je m'arrête là parce que je ne veux pas épuiser la parole. Mais en tout cas, il y a vraiment plein de choses à faire. Moi, je reste tout à fait optimiste. Et la Bretagne est une magnifique région. Je rappellerai pour finir juste Olivier Rollinger qui dit ce jardin au-dessus de l'océan. C'est effectivement l'idée que j'ai de la Bretagne et que, en tant que transformateur, je pense que j'ai encore plein de choses à faire si j'ai des matières premières à transformer. Merci. Ça va pas être facile pour Yves, mais je suis sûre qu'il va s'en sortir d'enchaîner après cette présentation, parce qu'effectivement, vous avez soulevé beaucoup d'enjeux. Mais je pense que Yves, qui connaît à peu près tous les enjeux de toutes les criées de Bretagne, et plus encore, puisqu'il a même travaillé pour la région, va pouvoir aussi nous donner son regard un peu de l'évolution des pratiques et puis des perspectives qu'on pourrait brosser sur, de manière générale, un peu la valorisation. Qu'est-ce que peuvent faire les criées finalement sur ce sujet-là ? Oui, alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et c'est vrai que le thème de la valorisation passe par plusieurs items lui-même, au-delà même des qualités du produit, des qualités organoleptiques qui préoccupent essentiellement les producteurs et aussi les marailleurs dans le traitement du produit brut, et puis jusqu'à des produits élaborés. Je pense que ce que je voudrais dire, moi je pense que la traçabilité est un vrai enjeu, quoi. Ça a été dit par M. Milliardaire avant. Je crois que le consommateur aujourd'hui, qui est évidemment en bout de chaîne quelque part, il est essentiel pour lui aujourd'hui de lui apporter des garanties. Et ce qui est intéressant, et là je vais mettre un petit peu en perspective parce que je pense qu'il faut éclairer ça, c'est
des chiffres ont été dits tout à l'heure, à peu près 100 000 tonnes de production par la flottille bretonne. Comment est-ce que tous ces produits, finalement, sont mis en marché à un moment? Et ça, c'est intéressant de bien le comprendre, parce que, évidemment, tout n'est pas possible. Tout ça, réglementairement, est bien cadré. On le sait tous, il y a une partie de la flottille bretonne, notamment pour les bateaux les plus petits, qui peuvent pratiquer sur le littoral breton la vente directe aux consommateurs, comme le dit, ça c'est autorisé. Et on peut dire qu'il y a une relation directe entre le consommateur et le producteur. Le produit est connu, il est vu par le consommateur. C'est une mise en marché qui évidemment ne constitue pas l'essentiel. Il y a évidemment la mise en marché dans les halles à marée. Les halles à marée qui ont pour mission d'organiser cette première mise en marché de façon, comme on a tous en tête d'ailleurs, c'est pour l'essentiel des 13 halles à marée bretonnes, donc avec une technique que l'on connaît, c'est donc la vente aux enchères. La vente aux enchères publiques qui met donc l'offre et la demande en présence avec donc des vendeurs et des acheteurs, donc des enchères montantes, des enchères descendantes. Chacun essaye de faire au mieux pour que le produit soit le mieux valorisé. Quand il s'agit de vente aux enchères, le produit est théoriquement totalement tracé à l'issue de l'adjudication. Donc l'ensemble des données je dirais, obligatoire aujourd'hui. C'est peut-être une trentaine de données. Ça va de la zone de pêche jusque, évidemment, le nom du produit, etc., sont communiquées donc, au service de l'État. Là, on a une traçabilité qui peut être considérée comme irréprochable. Il y a aussi, et on le sait du fait aujourd'hui des typicités de production, notamment pour les produits de masse, je pense aux poissons bleus ou autres, eh bien, il n'y a pas forcément recours à la vente aux enchères, mais de la vente de gré à gré, qui met directement le producteur en relation avec un acheteur. Et les transactions sont, comment dirais-je aussi, elles, encadrées et doivent faire l'objet d'un certain nombre de déclarations. Alors, ce que je vais dire là est peut-être subtil, mais il faut bien le comprendre techniquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sous la responsabilité de l'acheteur peut faire une déclaration en halle à marée, et auquel cas, cette déclaration est enregistrée et fait l'objet, au même titre que la vente aux enchères, de l'établissement d'une note de vente qui assure la traçabilité totale du produit. Mais il y a aussi des transactions qui sont opérées de gré à gré. Elles sont aussi relativement importantes sur le territoire breton, qui autorise l'acheteur à déclarer la transaction sur un portail donc, qui est piloté par France Agrimaire et qui, comment dirais-je, probablement, je le dis tel que je le pense, ne garantit pas de la même manière les mêmes données de traçabilité que en halle à marée. Donc je pense qu'il y a des pistes de progrès. Je pense que, je le redis une fois encore, la traçabilité est un élément essentiel de la mise en marché. Je pense que le consommateur, je l'ai dit, exige aujourd'hui cette traçabilité parfaite pour avoir donc évidemment des garanties quant à ce qu'il consomme, bien sûr. Il y a donc des pistes de progrès et je sais qu'avec les différents acteurs de la filière et avec les services de l'État, on l'évoque régulièrement pour que justement nous puissions progresser en ce sens. Alors juste pour simplement conclure, la Bretagne a une chance, c'est effectivement d'avoir un territoire maritime vaste, mais avec un maillage en halle à marée, 13 halles à marée sur le territoire breton, donc de Quiberon jusque Saint-Malo. C'est une chance énorme, de façon à pouvoir faire en sorte que justement l'ensemble des flottilles puissent sur un territoire large trouver la possibilité donc de débarquer et de mettre en marché ces produits-là en garantissant le plus possible la traçabilité, participant donc à valoriser la production. Je dis que aussi il n'y a pas d'opposition entre ces différentes mises en marché. Souvent on peut avoir des positions variées et diverses. Parfois, on pense que le circuit court, ça n'est que la solution. Le circuit court peut probablement, pour certaines productions, être une solution. La vente de gré à gré
est certainement une solution inévitablement. Je pense au thon, à la sardine ou à l'anchois, etc. Évidemment que la vente de gré à gré, mais je le redis, je pense aussi très sincèrement que la déclaration en à la marée est aussi essentielle. Et la vente aux enchères, elle est, et on le sait ici particulièrement à Lorient, extrêmement valorisante pour les types de production comme la production côtière, mais aussi hauturière parfois. Donc je pense qu'il n'y a pas d'opposition. Il faut absolument arriver à maîtriser complètement ces mises en marché et les faire cohabiter, je dirais, de la façon la plus harmonieuse possible. Je le redis, je pense que sur le territoire breton, il y a une vraie chance, et ça a été dit tout à l'heure, puisqu'il y a un maillage du territoire qui est important. Et je crois comprendre après la table ronde de ce matin que c'est un message et une position aujourd'hui qui me semble assez convergente quand même. Et je pense que j'ai entendu le président de la région se positionner là-dessus ce matin, qu'il y a une vraie volonté d'arriver à aboutir sur une construction, je dirais, élaborée de ce maillage territorial que nous connaissons en Bretagne aujourd'hui. Ouais, alors après, moi j'anime, donc je vais pas m'étendre sur ce qu'a pu dire le président, mais si ce n'est qu'effectivement on a des travaux techniques en cours dont l'objectif est de concilier exactement ce que tu dis, c'est-à-dire un maillage territorial fort qui permet d'être au plus près pour les producteurs. On parlait d'attractivité tout à l'heure. C'est évident que quand on est pêcheur, on va pas se taper 3 ou 4 heures de route de plus si on peut l'éviter, de manière à rentrer chez soi plus vite et repartir plus vite, etc. Donc il y a aussi ces enjeux-là, au-delà des emplois. Mais ça déclenche après des enjeux sur la meilleure valorisation par rapport à la vente, 13 criées, 13 marchés finalement aux poissons. Donc à un moment, ça pose aussi des questions dans un marché dont on sait qu'il est mondial aujourd'hui quasiment, hein, le marché du poisson. Il y a du poisson qui vient de partout. On est à Lorient, on le vit tous les jours. Et du coup, j'avais envie d'interroger Jennifer, que tu puisses réagir un petit peu sur ce qui a été dit, puisque finalement le mariage, c'est le premier acheteur dans la plupart des cas, pas tout le temps, mais dans la plupart des cas. Alors oui, comme tu le dis, le poisson vient de partout et le poisson breton va aussi partout. C'est-à-dire que aujourd'hui, le profil du maraîchage est quand même des petites structures et permet d'avoir des débouchés qui sont tout à fait différents. Certaines entreprises vont plutôt se dédier sur du circuit court, avec la possibilité aux consommateurs, via une application Internet, de pouvoir commander son produit qui a été pêché au port, qui est à côté de chez soi. Et puis, il y a d'autres entreprises qui ne sont pas forcément plus grandes, mais plus structurées, qui ont d'autres marchés et qui envoient du produit qui a été pêché par les bateaux de Jean-Baptiste ou d'autres ici, jusqu'à Dubaï, jusqu'à du tourteau qui peut être commercialisé bien plus loin. Je pense à un produit qui n'est pas tellement régional, mais du bulot qui va être commercialisé jusqu'en Chine. Voilà, on est vraiment sur un marché qui est mondialisé. Il y a évidemment une concurrence qui est très très importante, mais pour la région Bretagne, je le dis, répète, il est vrai qu'il y a 13 ports, mais il y a des spécificités à chacun, et c'est ce qui fait la richesse de la Bretagne. On est d'accord. Sur la logistique, juste, est-ce que tu as un commentaire par rapport à ça? Enfin, Yves pourrait y revenir aussi. On sait qu'il y a des enjeux assez forts, justement, du fait de ce maillage territorial. Au-delà de la traçabilité, d'essayer d'optimiser. Le marailleur joue un rôle finalement dans cette filière puisqu'il massifie justement en partie les lots qui peuvent être débarqués et vendus partout. Pour l'avenir, comment on fait? Aujourd'hui, un marailleur qui va être ici à Lorient va pouvoir acheter sur tous les ports de criée. C'est généralement des transporteurs, alors sans être péjorative, loin de moi l'idée, des petits transporteurs qui ont plus de fluidité, de flexibilité pour pouvoir ramener la marchandise très rapidement. Si vous avez acheté des lots ce matin, on imagine à Roscoff par exemple, vous allez être livré à 10h30 à Lorient pour des expéditions qui vont pouvoir se faire dans la journée et des produits que vous allez retrouver sur l'étal du poissonnier dans le sud de la France dès demain matin. Donc c'est du flux extra tendu, c'est ce qu'on appelle du A pour B. Il est vrai qu'aujourd'hui on rencontre des gros problèmes de logistique parce qu'il est vrai que si justement on a envie que ça soit sur l'étal du poissonnier demain matin, il ne faut pas que ça parte trop tard. Et on ressent que les ports qui sont le plus à l'ouest commencent à avoir des grosses difficultés
de par des changements d'heure de départ par les camions, tout simplement. Et si on regarde avec peut-être une petite dizaine d'années en arrière, ce qui s'est passé, ne serait-ce qu'à Douarnenez, c'est clairement ce qui a vidé le port de ses mareyeurs. Aujourd'hui, il reste très peu d'acteurs sur la criée de Douarnenez, tout simplement parce que les départs des camions ont été de plus en plus pressants, a changé les habitudes de travail, un petit peu de concentration derrière, et voilà, il n'y a plus grand monde. Yves n'a pas l'air d'accord, donc laissez répondre. Si, complètement. Mais bon, il y a aussi des phénomènes. Bon, il y a la problématique de la logistique que l'on sait majeure dans la filière. Hein. Les territoires ne sont pas tous égaux, forcément. Il y a aussi la diminution de la flottille, etc., qui fait qu'il y a des ports, effectivement, qui ont malheureusement vu leur flottille disparaître. Mais moi, je trouve que malgré tout, c'est très en lien avec ce qui a été dit aussi précédemment. Je reviens sur cette richesse en fait du territoire breton, avec cette capacité de pouvoir un petit peu capter toutes les spécificités au gré un petit peu des différents littoraux. Je vais pas dire quand, mais ça fait peut-être une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. Je me souviens de discours. C'était probablement un petit peu sous la pression aussi de grandes enseignes qui ont aussi des contraintes, etc., qui imaginaient une construction un peu morphologique du marché breton qui consistait à penser l'édification d'une magnifique à la marée à Quérampuil à Carhaix, quoi. Bon, Rungis pas pu à se faire Carhaix, à quoi. cause des VHRU, bien sûr, mais c'était en fait c'était un discours fut un temps. Il y a 20 ans de ça, il y a encore 10 ans, moi j'ai pu effectivement constater que c'était quelque chose qui était très prégnant, quoi. Il fallait évidemment organiser le marché de telle sorte à ce qu'il soit massifié en un seul lieu. Donc un marché, c'est pas réellement ça. C'est la capacité de l'acheteur à avoir simultanément évidemment accès à l'offre, quoi. C'est un petit peu le sujet qui est très d'actualité, sur lequel on travaille beaucoup actuellement, c'est de faire en sorte qu'on soit en capacité, avec des outils nouveaux dont on dispose aujourd'hui, la dématérialisation, les systèmes de vente aujourd'hui qui ont extrêmement progressé, de faire en sorte que le marché breton soit lisible, quelle que soit la multiplicité des places de mise en vente, mais que le marché unique soit lisible de partout. C'est vrai que, comme on dit souvent, Erquy, je vais dire Lorient peut-être moins, mais où Saint-Guénolé n'est pas forcément connu vu de Bruxelles. Mais par contre, vu de toutes les places de marché européennes, tout le monde sait où est la Bretagne. Et les chiffres ont été rappelés tout à l'heure, c'est 50% de la production française. Donc personne ne l'ignore. Et il faut rendre ce marché, vraiment l'éclairer et le rendre accessible le plus facilement possible. Donc ce que je retiens, en gros, je crois que vous dites à peu près tous la même chose, c'est que le modèle qui permet d'avoir une proximité au plus près des zones d'exploitation de pêche et puis bien réparti sur le territoire, il faut le conserver, mais qu'après, il faut que tout le monde travaille ensemble pour essayer d'optimiser les choses, que ce soit par la traçabilité, la logistique, la valorisation aval, etc., pour finalement continuer à faire la filière que l'on veut. Donc, on va pouvoir, je pense, passer au sujet précédent, prochain. Oh là là, pardon. Je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs. C'est sur l'innovation. Ah oui, l'innovation et les expérimentations. Alors, effectivement, beaucoup d'attentes et d'expressions lors des travaux sur ces sujets-là. Pour le dire en quelques mots. Malgré un potentiel de recherche globalement inégalé en France sur les sujets maritimes, enfin sur les besoins maritimes et de la filière, on a un manque ou des difficultés perçues liées à un certain désengagement d'Ifremer. Voilà, en tout cas qui est noté régulièrement dans ce sens-là. Et puis lié à un manque de coordination technique des travaux. Alors, on a beaucoup d'enjeux d'innovation qui reviennent. Il y en a un certain nombre qui sont listés sur la réduction des incidences sur les milieux, la sobriété. J'en ajouterai un qui est pas là, mais qui est aussi lié à l'exploitation, la généralisation de l'exploitation du numérique et les gains possibles pour l'exploitation, sur la productivité, la traçabilité, tout ce que vous voulez. Il y a des enjeux liés à la conservation des produits, au traitement des produits plus généralement. Également à la diversification, la réduction des risques, l'amélioration des pratiques, et puis un axe qu'on revient, où on parle souvent d'acceptation sociale. Je pense qu'il faut parler aussi des modes de faire liés au projet et de la manière de les mener.
avec ça. Il y a des sujets liés aux compétences, mais on en a déjà parlé aujourd'hui, des besoins de compétences, parce que les chefs d'entreprise, ils sont chefs d'entreprise, donc ils ont de la gestion de personnel, ils ont des plans de formation à mettre en place pour faire monter l'ensemble de l'équipage, si je puis dire, en compétences. Voilà, il y a des enjeux liés à la formation aussi continue des salariés tout au long de la vie en tout cas, et puis pour l'entrée de jeunes adultes en reconversion, et aussi parce qu'il y a des gens qui, après un parcours dans différents domaines, ont envie de se rapprocher de la nature et envie de basculer vers ces métiers-là. Et puis en dernier mot, et à la limite sans le développer, mais on a des messages, différents types de messages pour dire organisation professionnelle, collectivité, financeurs. On a un besoin que vous nous mettiez un cadre facilitant pour innover, expérimenter, et il y a différents sujets, les financements, mais il y a aussi l'adaptation, l'assouplissement réglementaire ponctuel, et puis des gros sujets liés à la planification des espaces. Alors, je pense que vous l'avez compris, c'est un sujet. Enfin, ce thème-là est un peu fourre-tout. Parce que c'est pas simple de résumer beaucoup d'enjeux en 6 thèmes, hein, je préfère assumer totalement. En fait, il faut le comprendre comme que ce soit à l'échelle d'une entreprise, d'une organisation, la question de l'innovation, elle est permanente. Après, quand on parle d'innovation, là, on est bien dans une acceptation globale où on est aussi bien sur de l'innovation technologique, de l'innovation sociétale, l'innovation des organisations, enfin voilà, un peu tout ce qu'on peut imaginer. Et là-dessus, je pense que chacun a un peu sa vision de la priorité en matière d'innovation qu'il faudrait avoir, selon évidemment son métier. Donc là, le plus simple, c'est peut-être que je vous donne la parole les uns après les autres et que vous nous disiez s'il y avait un effort en matière d'innovation à faire, est-ce que c'est en matière de compétences, est-ce que c'est en matière... J'ai cru comprendre de la part de Jean-Baptiste qu'il y avait un sujet outils, un peu dans ce que vous disiez tout à l'heure. Le sujet outils, peut-être qu'on le verra aussi plutôt sous l'angle de la modernisation des entreprises également. Mais voilà, je pense que c'est intéressant de regarder ce qui, pour vous, serait le sujet majeur en termes d'innovation pour chacune de vos activités. Après, moi, je vais prendre, je pense, le sujet innovation assez général dans le monde de l'entreprise. C'est mon point de vue. Parce que faire vivre une entreprise, c'est la faire innover. Si on la laisse végéter dans son état, d'une, elle va y rester, et de deux, c'est pas constructif et donne pas une envie de continuer. Nous, dans notre secteur, l'innovation, on a vraiment du mal à le faire. On essaye, on le fait, on suit, on essaye de copier des modèles qui existent ailleurs. Et puis voilà, mais non... innover pour moi, sur les engins, c'est plutôt les aménagements, c'est plutôt, je sais pas moi, le Wi-Fi pour les jeunes marins, j'en sais rien, je pose des sujets pour voir un peu quelles sont vos préoccupations. Non, l'innovation, on peut parler de ça, des engins, mais on le fait, tout ça se fait au quotidien, parce que, comme je le redis, une entreprise qui n'innove pas, elle va pas tenir. Après, l'innovation, oui, dans le futur, pour la génération, oui, la Wi-Fi, le bien vivre... c'est plein de choses, mais on y réfléchit. Hein. On n'attend pas. Hein. C'est des choses qu'on pratique au quotidien, d'essayer d'innover. Après, il y a toujours l'enjeu financier qui vient nous rappeler qu'on ne peut pas tout faire. Si on avait un compte inépuisable, je pense que des idées, on les a, mais ensuite, faut les tenir. Mais non, le principe d'innover, on innove tous les jours. Et sur tous les thèmes, autant dans le chalut, dans notre technique de pêche, dans notre vie à bord, dans nos façons de faire, d'essayer de développer notre image. Il y a plein de choses. On le vit au quotidien. Est-ce que, par exemple, sur un sujet qui a été pas mal abordé ici, et puis d'ailleurs, on voit sur les stands, par exemple, on a pas mal de stands où on a des magnifiques moteurs. Est-ce que c'est un sujet, on sait que, par exemple, ce sujet-là, la modernisation des bateaux, je veux dire, le changement de génération, au-delà des designs de coque ou des aspects plus passerelles, etc., électroniques, est-ce que, du coup, c'est des choses auxquelles vous pensez? Par exemple, on a beaucoup
beaucoup généralisé le diesel électrique sur certains types de flottilles. Est-ce que, selon vous, l'évolution des propulsions dans les années à venir, malgré le coût, les difficultés, voilà, on a beaucoup parlé par exemple des limites de jauge ou des choses comme ça, c'est des choses auxquelles vous pensez et que vous aimeriez faire si justement les conditions étaient plus favorables? Ben, c'est le sujet du jour, du moment pour moi, parce qu'on y est dessus. Nous, on évolue, on est parti sur du diesel électrique. Mais ce qui est bien dommage, c'est qu'on a été volé ce projet à l'étranger. Parce que, voilà. Est-ce que c'était pas possible en France? Parce que c'était pas possible, et puis pas de soutien, hein, c'est tout. D'accord, ouais. Pour des raisons économiques, en fait. Des raisons économiques, et puis, oui, après, surtout ça, et puis, on est isolé, donc arrivé à un moment, on le fait avec nos moyens. Maintenant, sur tout ce qui est, tout ce qu'on voit dans le salon, c'est pareil, hein, il y a plein de choses nouvelles qu'on a envie de mettre, d'essayer, mais après, faut rester raisonnable. Hein. Il y a toujours l'enjeu économique qui vient vous rappeler les règles. Hein. Maintenant, oui, de l'accompagnement, ce serait bien se sentir aidé et moins isolé. C'est sûr que ça aiderait sûrement le développement des entreprises. D'accord. Dans le secteur. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir? Je vais laisser Christian peut-être enchaîner. Enchaîner, je suis pas sûr que ça soit le bon mot parce non, que c'est pas le bon mot. vu effectivement le fourre-tout autour de l'innovation, là, je suis un peu perdu. Moi, je vais juste vous parler de ce que je connais, c'est-à-dire l'innovation créatrice de valeur dans l'agroalimentaire. Bon, il se trouve que j'ai passé un peu de mon temps ces dernières années dans un lieu à Rennes qui s'appelait le Centre culinaire contemporain et qui avait été créé justement pour créer de la valeur dans l'agro. Et qui s'est fondé sur une idée relativement simple, c'est que en travaillant sur l'usage des produits, on crée de la valeur. Alors pour le faire extrêmement simple, avec un exemple du monde agricole, la plus belle carotte bio du marché, elle vaut 2 euros. Si je la coupe en cubes, elle vaut 4 euros. Et si je rajoute un peu de sauce et que je la râpe, ça vaut 8 euros. Bon, je pense que c'est compréhensible. Appliqué au poisson, ça peut donner quoi ? Ça peut donner un projet tout simple qui est sur le port de Lorient, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle 5 degrés ouest. 5 degrés ouest décortique par une technique innovante, pas vraiment, puisqu'elle est connue depuis déjà assez longtemps, et largement utilisée aux États-Unis, qui est la haute pression, qui permet de décortiquer, entre autres, des homards, mais pas que ça. Et donc l'intérêt, c'est que, je suis désolé pour les marailleurs qui vendent des homards entiers à l'autre bout du monde. Moi, je préfère qu'on les garde en Bretagne et qu'on crée de la valeur et de l'emploi en Bretagne. Cette entreprise qui a décortiqué quand même quelques tonnes de homards l'année dernière va vendre les queues de homards à des chefs 3 étoiles, on peut dire relativement chers, puisqu'on leur apporte un vrai service qu'ils n'avaient pas, qui leur permet de cuisiner une queue de homard qui a exactement la même qualité qu'un homard vivant, même s'ils sont à l'autre bout du monde. On va casser les pattes et les vendre à des gens comme moi pour faire des terrines, pour faire des rillettes, etc. Après, il reste quoi? Il reste la tête et la carapace. On va les vendre, mais c'est là qu'il faut aussi un petit peu d'intuition, un petit peu d'imagination et un peu de curiosité. Avec ces têtes et ces carapaces, on peut faire bien sûr des soupes de poisson. À Groix, on fait de l'huile de homard. Vous avez peut-être entendu parler de ce produit qu'on n'a absolument pas inventé. Tous les chefs du monde connaissent ce produit. Il fallait juste avoir la matière première. Et au fond, quand on fait l'addition de tout ça, peut-être qu'on a créé un petit peu plus de valeur par addition que quand on vend juste le homard en l'état. Voilà, c'est ce en quoi je crois, parce que c'est comme ça qu'on peut garder effectivement. Et quand je dis valeur, c'est pas juste de l'argent, de l'emploi, c'est de la valeur également. De l'image, c'est de la valeur, parce que quand on est capable de magnifier comme ça un produit, ça donne une image à l'ensemble de la région également. Donc voilà, je suis toujours optimiste, donc je continuerai à l'être, parce que je pense que quand on se creuse un peu la tête, et il faut le faire en Bretagne, on n'a pas été la région la plus riche pendant des siècles, donc aujourd'hui, on peut continuer à se creuser la tête pour s'en sortir et de là demain. Merci, je vais passer la parole à Didier. Oui, alors, c'est un peu un fourre-tout, donc j'enchaîne pas, je parle d'autre chose.
Un mot sur le rôle que peut peut-être jouer la recherche publique, puisque le nom d'Ifremer a été cité sur les processus d'innovation. Alors d'abord pour dire, je suis pas chercheur Ifremer, hein, mais enfin je les côtoie pas mal. Puis il se trouve que je suis au conseil scientifique d'Ifremer. Le PDG d'Ifremer rappelle régulièrement que cet institut a 3 missions qui sont d'abord la recherche académique, fondamentale, théorique. Ils font de l'écologie, ils font des tas de choses, etc. Une deuxième qui est l'appui aux politiques publiques, aider à mieux gérer les pêches, et une troisième qui est l'innovation. Et que peut-être justement actuellement l'innovation est aujourd'hui devenue un peu un parent pauvre de l'activité d'Ifremer. Mais il y a une vraie volonté, je pense, du PDG qui est en place depuis quelque temps pour relancer ça. Alors c'est vrai, il faut bien comprendre, Ifremer a au départ été créé pour accompagner le développement de la filière pêche, et c'est plus sa mission aujourd'hui. C'est plus directement sa mission. C'est un institut au service de l'ensemble de la société sur les questions des ressources marines, des écosystèmes marins, des filières, etc. Donc Ifremer fera plus ce que dans le fond les entreprises font beaucoup mieux, faire de l'innovation sur du produit pour mieux valoriser des produits. Vous venez de le dire. Enfin, je pense que les entreprises privées le font beaucoup mieux que pourrait le faire un laboratoire de recherche publique qui serait tout à fait inefficace si on gaspillerait de l'argent public à faire ça. Par contre, Ifremer peut continuer à travailler sur un certain nombre de choses. Ifremer travaille par exemple aujourd'hui sur les engins de pêche, non plus pour les rendre de plus en plus péchants, c'est plus la question à l'ordre du jour, mais plutôt pour les rendre de moins en moins impactants sur le milieu. Ifremer est en train de tester des casiers à poissons, et on s'aperçoit que le problème c'est qu'il y a bien des poissons qui rentrent dans le casier, mais c'est pas les bons. Alors du coup, on relance des études sur l'éthologie, le comportement des poissons. Voilà, ça, là, il y a de la vraie recherche à faire qui est en interaction avec l'innovation et qui débouchera peut-être à un moment donné. Et puis à un moment donné, s'il faut vraiment construire des casiers à poissons, etc., il y a des entreprises qui se saisiront du process et qui le feront et qui le mettront en place. Moi, je travaille dans une école d'agro où j'ai des collègues qui travaillent en agroalimentaire et qui font de la recherche, mais ils font de la recherche en amont, ils extraient les protéines, ils extraient les composantes de l'œuf, du lait, etc. Il y a certainement des choses à faire en la matière, sur le poisson, sur les coproduits, etc. Il y a probablement des chantiers à ouvrir là pour des voies de valorisation où on a besoin en amont de choses assez fondamentales que les entreprises à un moment donné ne peuvent pas faire elles-mêmes, où il faut qu'elles soient accompagnées ou précédées par des processus à l'interaction innovation recherche. Voilà, donc je dis oui, la région devrait peut-être solliciter plus fortement Ifremer, mais j'imagine qu'elle le fait. Pour illustrer ce que tu dis, on a des exemples assez symboliques, mais quand même qui émergent. Par exemple, des entreprises qui commencent à valoriser les écailles de poisson, les peaux de poisson, pour faire des process biosourcés et finalement venir remplacer les plastiques ou des choses comme ça. Aujourd'hui, ça coûte cher, mais on sait que dans l'avenir, c'est des choses qui vont finir par devenir quotidiennes, quoi. Voilà. Oui, les applications non alimentaires, enfin les utilisations, les valorisations non alimentaires du poisson, je pense qu'il y a un avenir là-dessus. Alors, entendons-nous bien, on va d'abord pêcher du poisson pour le manger, le valoriser, on est d'accord. Mais notamment sur des coproduits, etc., il y a des applications pharmaceutiques, industrielles, etc., qui, je pense, commencent à se développer. Ils sont amenés à se développer. 2040, ça devrait être développé. Juste un petit point complémentaire, parce qu'il y a un truc qui coûte rien. C'est qu'en Bretagne, comme dans toutes les régions, on a des chercheurs donc, qui sont payés pour être chercheurs. Donc il y en a qui trouvent en plus, donc ce sont des chercheurs intelligents. Tous. Et donc, le problème est que le résultat de leur recherche, parfois, n'est pas exploité du tout. Et donc il y a des SAT, je sais, mais je trouve qu'on a encore beaucoup de progrès, et sans dépenser d'argent, je dis bien sans dépenser d'argent, à faire en sorte que ce qui est produit, si on peut parler comme ça, par les chercheurs, se transforme en vraie richesse, et il y a des exemples, dans le monde réel, qui est le monde de l'entreprise. Et en tout cas, je pense qu'on a encore des vraies voies de développement et des vraies voies d'amélioration dans ce domaine-là, et je répète, ça ne coûte rien. Alors, je veux bien réagir à ça. C'est un vrai sujet, je pense, parce que les chercheurs ne sont pas payés. Il faut savoir ça, ils ne sont pas payés pour transférer leurs résultats à l'ensemble de la société, aux opérateurs. Alors, il y a une vraie question là-dessus. Mais si on regarde d'autres secteurs, dans d'autres secteurs, je pense à la filière agricole, il y a probablement plus
des instituts qui sont là pour faire le lien entre la recherche et la profession. Il a existé longtemps, il existe encore, des conseillers agricoles, par exemple. Les conseillers halieutiques, ça n'existe pas, ou peu. Donc voilà, il y a des métiers à l'interface à développer. Non, je suis désolé qu'on arrête nos conneries, quoi. On peut se parler, quoi. Puis non, mais la France, ce sont les spécialistes de créer des organisations, des organismes, des machins. Moi, ce que je veux, c'est avoir un chercheur en face de moi qui me dit, moi, j'ai passé 8 ans de ma vie à bosser sur un truc et j'ai trouvé un truc. Et avec ce truc, vous allez pouvoir en faire quelque chose qui marche. C'est ça la vraie vie. Hein, parce que les structures, les machins, moi, j'allais dire un gros mot, mais j'en ai ras-le-bol. Hein, donc, je veux plus qu'on dépense de l'argent. Je veux juste qu'on se parle. C'est vrai aussi avec les pêcheurs. Parce que quand on se parle avec les pêcheurs, je crois qu'il est parti, il y avait le président du comité des pêches. Quand on se parle, moi, j'étais il y a 15 jours en direct avec des pêcheurs. J'en ai 6 autour de moi. Ils m'ont posé plein de questions. Je leur ai répondu. J'ai eu l'impression que j'étais reparti un peu plus riche, et eux aussi. Et avec le monde de la recherche, c'est pareil. Il faut qu'on se parle et qu'on arrête de croire qu'il y a un côté sacralisé dans la recherche. La recherche, je crois, et c'est un métier que j'admire en plus, ce métier de chercheur, mais bon Dieu, il faut sortir de ce truc que... après, on a créé les SAT, très bien, je les connais bien. Mais c'est encore une usine à gaz. Hein. Moi, je préfère qu'un chercheur m'appelle, me dit, Monsieur Guyader, j'ai créé un truc. Est-ce que vous croyez qu'on peut en faire quelque chose? Moi, je suis prêt en tout cas à les recevoir, mais ça m'arrive jamais. Mais parce que, je le redis, enfin moi je suis enseignant et je passe beaucoup de temps à faire le lien entre, en tout cas, la recherche et la formation, etc. Mais beaucoup de chercheurs, ils ne savent pas faire ce que vous dites là. C'est pas leur métier, ils ne sont pas payés pour, ils n'ont pas été sélectionnés pour. Voilà. Alors pas tous, il y en a quand même beaucoup qui vont sur le terrain, il y en avait tout à l'heure dans le débat qui précède, etc. Ouais. Mais il y a un vrai sujet de comment on développe cette interface. Moi, je vous remercie du débat parce que je trouve ça super. Ça montre bien que du coup, il y a des enjeux autour de ça. Hein. On n'a pas dit le mot, mais je pense qu'en creux derrière, c'est un sujet qu'on a eu beaucoup dans les entretiens. C'est la notion de centre technique, de transfert, etc. On tourne autour de ce sujet depuis très longtemps en Bretagne, et d'ailleurs peut-être plus en Bretagne que dans d'autres régions, parce que finalement, on s'est pas structuré exactement pareil que dans d'autres régions. Je pense en particulier sur l'aquaculture, on n'a rien, hormis les algues. Et voilà, donc c'est un vrai sujet. Je pense qu'on ne purgera pas là tout de suite, mais on voit bien que voilà, il y a des enjeux qui nécessitent de continuer à débattre. On a encore, je crois, 3 thèmes à voir, donc on va essayer d'accélérer un tout petit peu, mais on a déjà balayé pas mal de choses transversales, donc je pense que ça ira un peu plus vite. Okay. Effectivement, alors la diapo, vous allez me dire que tout est encore un peu dans tout. Vous n'aurez pas tout à fait tort. On retrouve là, alors on l'a appelé confronté à la transition des activités, en fait, parce qu'il y a des projets, il y a des choses qui existent, il y a des choses qui se font. Donc tout n'est pas de l'innovation dans cette liste-là, et en même temps, il y a certains sujets où il y a clairement des choses à inventer. Voilà, je pense sur le renouvellement de la flotte. En fait, il y a des process qui existent, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup toujours de navires liés à ces nouveaux modes de production, sur la digitalisation du secteur, ou peut-être sur les innovations d'usage, le partage des espaces ou la coactivité. Voilà. Tout ça, c'est des choses qui ressortent. On dit on aimerait bien, ou il faut qu'on fasse, mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est l'avenir, mais on n'y est pas. Donc c'est un sujet. Il y a beaucoup de ces projets ou de ces intentions où aussi on nous dit que pour avoir les autorisations, la capacité à les monter, il y a un enjeu d'appui, d'expertise, d'accompagnement, avec on rejoint peut-être le sujet qu'on avait sur l'interface, mais avec la question de la mutualisation entre les différents réseaux, les différentes organisations. Là, ce que j'ai envie de faire sur cette diapo-là, c'est plutôt vous demander sur des sujets justement qui touchent à la modernisation des entreprises ou des organisations, au-delà de dire est-ce qu'il faut faire ci ou est-ce qu'il faut faire ça, c'est quoi les blocages? Parce que on voit bien, il y a des sujets qui sont des sujets financiers, il y a des sujets qui peuvent être des sujets réglementaires. Quand il s'agit de dire oui, évidemment, il faut encourager la transition des entreprises, on sait que devant nous, on a des enjeux très forts liés au changement climatique,
liées à la mondialisation, on en a un peu parlé, l'attractivité des jeunes, etc. On peut décliner tout ça, mais quand par exemple en aquaculture, je prends cet exemple parce que vous pourrez peut-être pas répondre dessus, mais la diversification des activités, on parle de développement durable. Est-ce qu'aujourd'hui il ne faut pas passer du développement durable à la résilience, c'est-à-dire avoir des entreprises qui sont capables de résister à des chocs, quels qu'ils soient. On parlait de Brexit ce matin, par exemple, c'est un choc. C'est un choc qui est géopolitique, mais c'est un choc quand même. Des problématiques d'augmentation de la température, de poissons qui vont peut-être aller ailleurs, ou descendre, ou remonter. Les entreprises et la filière de manière générale, il va falloir qu'elles s'adaptent à des choses comme ça. On a déjà connu des chocs, par exemple, sur les phytoplanctons, sur la coquille Saint-Jacques, etc., quand on a des pathogènes. Voilà, moi, ça m'interpelle et je me dis, voilà, les sujets, on les pose, on dit oui, il faudrait faire ci, il faudrait aller sur le renouvellement, les conditions de travail, etc. Est-ce que quand on pense à la modernisation des entreprises, on arrive, dans certains cas, à se projeter sur ces enjeux-là et à se dire ouais, je vais faire des choix un peu forts parce que je sais qu'en faisant ce choix-là, je me préserve pour l'avenir. C'est un peu global ce que je dis là, mais je pense que c'est un peu ça l'esprit de l'étape d'après pour notre étude. Je ne sais pas qui a envie de se lancer sur ce sujet. Pardon. C'est un peu chaud, ouais. Je veux bien essayer, mais alors en même temps, comme tu as prononcé le mot changement climatique, mais je pensais qu'on en parlerait dans le dernier. On en parle dans le dernier aussi, mais de manière beaucoup plus globale. Là, c'est plutôt à l'échelle de l'entreprise, en fait. La question, c'est gestion des déchets, aquaculture. On peut pas prioriser, en fait. Donc, comment une entreprise s'organise pour dire à un moment, c'est l'attractivité, je dois acheter telle machine, etc. Peut-être Jennifer, tu as peut-être des idées sur comment les marailleurs envisagent cette évolution-là. On en parlait ce matin, c'est pas évident. C'est pas évident. Et cette épée de Damoclès, dont tu as dit le gros mot tout à l'heure, on l'a tous au moins jusqu'à la fin du mois, à minima. Donc c'est très compliqué pour les entreprises de se projeter. C'est plus du travail dans l'urgence constamment. Donc c'est très compliqué. Ceci étant, il y a des belles opportunités et des belles choses qui peuvent se faire à l'avenir avec de l'économie circulaire. Tu citais tout à l'heure la valorisation de certains produits et je pense en l'occurrence aux écailles de sardines qui sont aujourd'hui utilisées pour faire des lunettes, tout simplement. Il y a énormément de choses de façon à ce que justement cette diminution des déchets, au lieu de devenir étant une charge à l'heure actuelle, soit de la valeur ajoutée pour les entreprises. En 2040. Après, la méthodologie, je ne l'ai pas, c'est propre à chaque entreprise de le faire en fonction de ses problématiques. Yves, est-ce que tu penses que les criées, dans l'avenir, elles peuvent jouer un rôle justement pour essayer d'aider finalement la filière à absorber les chocs, que ce soit pour les bateaux, que ce soit pour les acheteurs? On parle de services, de diversification des services dans l'avenir, à la fois pour consolider les criées elles-mêmes, mais aussi au service de la filière. Comment tu vois ça, par exemple? Les criées, c'est vrai que les halles à marée, globalement, sont aussi des entreprises et où on se pose aussi, évidemment, toutes ces questions-là, notamment en matière énergétique. On sait tous que on est tenu à garantir des qualités sanitaires du produit, donc forcément être très consommateur en termes de production de froid. Donc je sais que c'est un sujet aussi... on a un petit peu de mal quand même à avancer, quoi. On voit à peu près, on a tous en tête quelle est la morphologie d'un port. On sait qu'il y a énormément de toitures de disponibles. Et le jour où on se pose la question comment utiliser le photovoltaïque en consommation directe, par exemple. Il y a des mécanismes qui existaient il y a quelques années et qui n'existent plus aujourd'hui. On se pose les mêmes questions que aussi dans toutes les entreprises. Maintenant, comment la marée peut participer à comme tu le disais, donc à épauler les acteurs de la filière, c'est probablement en étant le mieux possible à l'écoute des besoins, que ce soit de l'amont, de l'aval. C'est forcément ce qu'on s'attache à faire. Ça va des secteurs qu'on évoquait tout à l'heure avec des sujets tels que la traçabilité qui nécessite d'utiliser des technologies comme la RFID où il y a des choses probablement naissantes là, et qui peuvent aboutir justement à apporter aussi plus de confort aux opérateurs, mais probablement aussi plein d'autres choses, quoi. C'est essentiel que l'on soit à l'écoute en fait des opérateurs. Merci.
On en reste peut-être là ou non, Christian? Ouais. J'ajouterai un petit truc, parce que je vois pas le mot là, c'est la solidarité. Et quand c'est difficile, il faut être solidaire, tout simplement. Je vais juste raconter une petite histoire encore réelle. Il se trouve que je me retrouve actionnaire d'une pisciculture, pas par choix, mais parce que cette pisciculture en mer, qui fait de la truite, je ne savais pas que ça existait, a été attaquée par des phoques, donc, et qui ont mangé à peu près la moitié de la production. Et donc avec notre associé, on a mis ce qu'il fallait pour remettre des truites dans l'élevage. Et aujourd'hui, c'est un élevage qui gagne de l'argent, qui existe, et où l'éleveur et sa femme ont gardé leur emploi. Voilà, ça, j'appelle ça de la solidarité, mais bon. Ouais, ça joue aussi. Je te laisse continuer, Olivier. Merci. Alors, le point suivant, on l'a déjà un peu évoqué, c'est la question de comment on garde un secteur avec des opérateurs économiquement efficaces et conservant un maillage territorial qui irrigue le territoire en emploi. Voilà, c'est bien connu, l'augmentation de la taille du capital des armements, des entreprises, la concentration dans le mareyage. Voilà. En gros, certains parlent de l'émergence de champions des volumes et questionnent cette ambition avec derrière un risque de déstabilisation à la fois du modèle artisanal de pêche, mais également des à la marée et du système de première vente voilà, qu'elles organisent. On l'avait déjà évoqué pour les transporteurs. Alors, les impacts, c'est effectivement l'échappement des centres de décision hors du territoire, potentiellement hors de la filière. Mais cet aspect-là, il se double. Alors, on l'a traité sur le plan économique. Il se traite aussi, ou il est aussi aux prises avec des enjeux liés à l'accès aux espaces et au prix pour ces espaces, au prix à payer pour l'accès à ces espaces. Alors, il est vivement ressenti en conchyliculture, mais en fait, il va s'exercer de manière de plus en plus forte, très probablement, pour l'accès au foncier sur le littoral. Donc là, on est sur un sujet que vous avez déjà évoqué vous-même tout à l'heure, sur finalement qu'est-ce qu'on veut en termes de vision d'entreprise, de maillage sur le territoire. On est plutôt parti sur un modèle à la bretonne qui est celui qui existe aujourd'hui avec une répartition de PME, etc. Un peu partout. C'est pas un modèle qui est facile à garder dans le temps. Voilà, on le vit, que ce soit sur les armements de pêche, vous l'avez évoqué, vous pouvez trouver des acheteurs pour les entreprises finalement facilement avec des capitaux étrangers, etc. Et puis il y a cette dimension effectivement aussi d'accès et de développement, parce que quand même, voilà, si on veut perdurer dans l'avenir, il y a aussi cette notion de développement qui touche à un sujet très simple, mais en même temps très compliqué à résoudre et pour lequel la puissance publique, de manière générale, a sans doute une responsabilité importante aussi. C'est la question de la planification, puisque que ce soit sur les activités aquacoles ou sur bientôt quand même la pêche, on l'a touché du doigt dans les discussions autour du Brexit ce matin. Dès qu'il s'agit de reporter des bateaux à un autre endroit, ça pose plein de problèmes. Et donc ces enjeux de planification, de partage à la fois de l'espace et des droits à produire, est quelque chose d'essentiel. Et du coup, ce sont aussi des outils de régulation et de préservation de notre capital pour l'avenir. Donc c'est des sujets vastes et compliqués, mais qui sont finalement sur des choix de modèles. Et là-dessus, on développe des solutions, mais sans doute on ne va pas assez loin, puisque ces problématiques sont vraiment beaucoup revenues dans les échanges qu'on a eus avec les acteurs. Donc je pense que vous partagez globalement ce sujet-là. Après, la question, c'est comment est-ce que vous voyez l'avenir et quelles seraient les actions prioritaires sur des sujets comme ça. Donc là, je ne sais pas, sur la planif, Didier, peut-être. Non. Enfin oui, je pourrais aussi parler sur la planification, mais je vais essayer de parler d'autre chose. Ouais. Oui, je partage complètement ce qui a été dit et je pense qu'il y a une chose qui a traversé là pas mal d'interventions, qui est derrière cette question du maillage, de la diversité, etc., qui est la question de qu'est-ce qu'on veut faire de la pêche, quoi. Et je pense qu'il y a un point de vue, un espèce de consensus français, mais qui est encore plus vrai en Bretagne, autour de l'idée que le secteur des pêches, il sert à nous nourrir, à apporter une partie de notre alimentation, ça partout dans le monde entier, heureusement. Sinon il n'aurait pas de raison d'être, mais pas que.
mais pas que. Il sert aussi à faire de l'aménagement du territoire, de la richesse du territoire, de l'équilibre des. Voilà, c'est pour ça que on a besoin finalement de plein de criers. C'est pour ça qu'on a besoin de plein de petits magasins de valorisation, etc. Donc ce rôle, voilà. Et effectivement, il faut être bien conscient que cette vision de la pêche, outil d'aménagement du territoire, elle s'impose pas naturellement partout, et que si on veut la maintenir, il faut quelque part se donner les moyens allez, je vais le dire de manière un peu provocante, mais de lutter contre une espèce de tendance naturelle à tout ce que tout se concentre. Les pays de l'Europe du Nord, ils sont dans des modèles de plus en plus industriels. Alors, je n'oppose pas les choses, hein. On a aussi besoin en France de segments de pêche industriels qui ont leur place, etc. Mais si on veut que la pêche, elle continue ce rôle-là, il faut que partout où on a le choix, on encourage effectivement les petits métiers, la petite pêche côtière, la pêche douce, etc. Ça passe par des outils de réglementation. Ça passe, alors juste sur une idée, hein, peut-être un peu provocante, elle ne fera pas le consensus, on en discutera d'autres fois, mais moi je crois beaucoup à la gestion par flottille. C'est-à-dire que flottille par flottille, on fasse un peu le bilan de quelles sont leurs performances à la fois peut-être écologiques, hein, mais aussi quelles sont leurs performances en termes de contribution à la vie d'un territoire côtier, à l'économie régionale, etc., etc. Pas pour couper la tête des méchants, mais pour commencer à réfléchir à ça, comment on améliore la chose, comment on favorise les flottilles qui finalement contribuent le mieux à l'économie régionale, à cette politique territoriale, peut-être en termes de droit d'accès, peut-être voilà, il y a des choses à réfléchir en termes derrière de réglementation et d'outils de gestion pour maintenir. C'est vraiment un enjeu, ça, maintenir tout ce tissu économique, voilà, qui existe notamment en Bretagne. On parlait aussi de solidarité tout à l'heure, avec la notion d'investissement dans d'autres entreprises. On sait que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Quelle est la vision, par exemple, d'un industriel comme vous sur ce sujet-là? Vous l'avez fait, l'ancrage par rapport au territoire. On sait qu'aujourd'hui, dans le secteur de la pêche, ça devient parfois de plus en plus compliqué avec des investissements étrangers qui y arrivent. Il n'y a pas de problème tant qu'ils restent en Bretagne, quoi. Et du coup, comment on les fait rester en Bretagne? Vaste sujet, mais je ne sais pas si j'ai la réponse, mais en tout cas, il y a des choses qui ont besoin d'évoluer. J'ai parlé du prix tout à l'heure, du prix juste. Pour qu'un pêcheur soit là demain, il faut qu'il gagne sa croûte, quoi, pour parler simplement. Et moi, pour que je puisse transformer ces produits, je ne peux pas les avoir à 30 euros et à 5 euros 2 mois plus tard. Donc, je n'ai pas toujours la solution. Mais je pense qu'il va falloir apprendre à travailler autrement de toute façon. Donc, moi, j'ai un pied dans l'agriculture, un pied dans la mer. Donc, souvent, je passe de l'un à l'autre. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans l'agriculture. Vous avez entendu tous parler du prix du cochon très élevé actuellement. Donc, on pourrait se dire, chouette. Il y a effectivement des agriculteurs, des éleveurs de cochons aujourd'hui qui se disent comment je fais pour que justement on arrête de faire ce yo-yo où un coup on gagne, un coup on perd. Parce qu'en fait, pour qu'on travaille longtemps ensemble dans les années qui viennent, il va falloir que chacun gagne sa vie. Donc c'est autour de choses. Alors, je suis peut-être un idéaliste, c'est possible, c'est pas grave. Mais je crois que de toute façon, on n'a pas le choix. Si on ne trouve pas de solution entre nous là et qu'on n'arrive pas à en trouver, de toute façon, il y aura des prédateurs qui arriveront, comme ça, qui piqueront un coup les pêcheurs, un coup les industriels, et on sera demain certainement une réserve d'Indiens magnifique, parce que la Bretagne restera une région magnifique, mais côté boulot, nos enfants iront peut-être travailler ailleurs. Voilà, donc là-dessus, il y a un vrai sujet. Hein, je n'ai pas la réponse, mais un début de réponse, c'est les contrats longs, c'est-à-dire de ne pas faire des coups, hein, de se dire tiens, il y a un bateau qui a pêché tant de tonnes de sardines, je vais faire un super coup parce qu'il ne sait pas quoi en faire. C'est d'être capable de raisonner sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je voudrais dire une chose, parce que hier j'étais à Groix avec des distributeurs, là, ces méchants de la grande distribution. Mais on arrive aussi avec eux aujourd'hui à discuter sur des partenariats très longs. Moi j'ai des distributeurs aujourd'hui qui sont prêts à s'engager sur 5 ans. C'est énorme pour eux, parce que ce n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a, et c'est grâce à ces changements du consommateur hein, qu'on peut le faire. On est capable de raisonner un petit peu autrement de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et c'est indispensable parce que si on reproduit les conneries d'hier, voilà, il y aura le même résultat. Juste rapidement, la solidarité, je pense qu'on la connaît toutes, la solidarité des gens de mer. Depuis
très longtemps. Il y a l'ARF, l'aide au renouvellement de la flottille, qui fonctionne avec une cotisation des marailleurs qui est mise sur un compte et qui sert à l'aide des pêcheurs pour des investissements. Donc ça peut être une petite participation sur un investissement, comme ça peut être une grosse part d'aide qui n'ira bien entendu pas à la hauteur d'un investissement sur un navire complet, mais qui peut être là pour des outils, pour un filet, pour je ne sais quoi. Et ensuite, l'enjeu de demain, et ce que peut faire la région Bretagne, à mon sens, c'est l'accès à l'eau de mer. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même confronté à des métiers qui ne sont pas délocalisables, à des entreprises qui ne le sont pas non plus. Et si demain, nous n'avons plus d'accès à l'eau de mer parce que sur un port, on a préféré faire une thalasso ou je ne sais quoi, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, évidemment, je n'ai pas de baguette magique, je n'ai pas de solution toute faite, mais il y a évidemment des réflexions à porter sur peut-être les occupations des sols au niveau des mairies, etc., des communautés de communes. Choix d'aménagement. L'aménagement du territoire. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir sur ce sujet-là, mais on est déjà très en retard. Alors, si vous m'autorisez, on va faire le dernier sujet. Je pense que tout le monde ne pourra pas non plus forcément rentrer dans les détails sur le dernier sujet parce il est vertigineux. Mais en même temps, tout le monde l'a cité, pratiquement tout le monde, dans toutes les interviews et tous les ateliers qui ont été faits. Donc, je vais laisser Olivier le commenter. Oui, alors on l'a appelé faire face aux vulnérabilités. D'une certaine manière, c'est dire faire face à ce qui nous dépasse, parce que tout le monde voilà, chacun sait aussi aux éléments qui nous interpellent plus ou moins, mais l'enjeu de la qualité de l'eau, l'avenir des stocks et leur déplacement, la cartographie des habitats. Voilà, il y a des enjeux environnementaux qui sont là et qui génèrent une incertitude quand même assez massive, avec des questions fortes. Des questions fortes aussi qui concernent les effets de politiques qui sont en train de se déployer. Qu'on parle effectivement de planification des espaces demain, qu'on parle des évolutions récentes liées à la politique commune des pêches et à celles qui sont à venir, ou des politiques d'aménagement interne. Et puis un sujet, alors là, qui en même temps, quand on se pose la question de l'avenir, on ne peut pas ne pas l'aborder. C'est demain, changement climatique. Ok, il y a des investissements qu'on refait pas tous les 5 ans. Nous aussi côté puissance publique. Donc comment on s'adapte et avec quelle stratégie, avec quel modèle. Question ouverte. Ouais. Alors là, je pense que vous allez tous me regarder en me disant mais qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus. Après là, il ne s'agit pas en 2 secondes de trouver des solutions, mais plutôt effectivement d'illustrer ces enjeux-là, parce que on dit traditionnellement sur ce type d'enjeu que en fait déjà il y a une problématique de connaissance. C'est vraiment d'essayer déjà de connaître de manière générale ces enjeux pour les objectiver. Et puis après, en matière économique, se projeter sur des choses comme ça, c'est souvent très compliqué. Les seuls qui s'y sont essayés, je crois, qui continuent à affiner les choses, c'est souvent les assureurs, parce que forcément, leur métier, c'est le risque. Donc voilà, ça aurait pu être intéressant d'inviter un assureur pour qu'il nous explique comment ils font ça. Mais j'avais envie d'interroger Didier là-dessus, parce que tu le disais tout à l'heure, au niveau de la gestion de la ressource, ça va plutôt mieux en Bretagne. Et on voit que sur certains sujets, qu'il s'agisse de qualité de l'eau pour l'aquaculture ou en zone côtière, ou des enjeux liés à la migration des poissons, par exemple, ça peut être assez massif. Et là, on est bien sur 2040, on n'est pas sur quelque chose forcément qui se passe du jour au lendemain. Et qu'est-ce que ça pose comme enjeu par rapport à la gestion finalement des pêcheries ? Oui, alors je pense qu'il y a des enjeux qui se pointent à l'horizon qui sont effectivement majeurs dans le domaine. J'ai envie de revenir en préambule sur l'idée que oui, ça va mieux, les stocks remontent. On estime qu'en moyenne au niveau européen, ils ont déjà regagné 40% de biomasse, 40% de poissons de plus dans la mer. Donc c'est pas négligeable. Et ce qu'il faut bien voir, parce que ça va être impactant sur ce qu'on pense après, c'est que dans cette histoire-là, ça veut dire que ça va mieux du point de vue de l'écologie, de l'état des ressources, du fonctionnement des écosystèmes, et du coup, ça va mieux du point de vue de l'économie.
Voilà. Le domaine des pêches, moi j'ai de la chance, je suis content de travailler dans ce domaine-là parce que c'est un domaine où on peut faire de l'écologie en fait au service des hommes et pas des poissons. On est d'abord là pour faire que les filières elles marchent mieux. Alors les enjeux à venir, il y en a deux qui ont émergé cette année très fortement. Où on a des données un peu nouvelles. Il y a celui de la biodiversité. Vous savez qu'il y a eu un grand rapport d'évaluation sur la biodiversité et ce rapport d'évaluation sur la biodiversité, en fait, il interroge notamment tous les scientifiques parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand même les normes de gestion qu'on est en train d'appliquer, voilà le fameux gestion rendement maximum durable, je pense que tout le monde a entendu parler un peu de ça, elles sont probablement insuffisantes par rapport à des enjeux de biodiversité. Si on réfléchit sur le long terme, on s'aperçoit qu'il va se poser vraiment des enjeux et que la société va être de plus en plus en attente sur ces enjeux-là. Donc les progrès qu'on a faits, c'est très bien, c'est formidable parce que ça nous dit qu'on peut avancer. Mais en même temps, c'est une étape et on n'est pas arrivé au bout de l'histoire. Et puis évidemment, l'autre grande chose qui émerge, et on en sait quand même de plus en plus, c'est le changement climatique. Je pense que la pêche n'a pas encore réalisé à quel point le changement climatique il est déjà là. Les eaux, là, sur la côte, elles ont augmenté de 1 degré, et un peu plus au large, elles ont baissé de 1 degré. Elles ont baissé de 1 degré parce que le Gulf Stream est en train de ralentir. Donc, il y a déjà des changements. Le stock de morue de mer du Nord, qui s'est effondré cette année, les scientifiques recommandent une baisse de quota de 70%. 70%. On pensait que ça allait de mieux en mieux, puis tout d'un coup, tout s'effondre. Il est directement victime du changement climatique. La morue de mer Celtique, c'est le changement climatique. Donc, on s'attend à des changements, ils sont déjà là, et puis ça va aller en s'amplifiant. On sait déjà que le niveau global de la production, il va baisser en Europe au minimum de 5%. C'est pas énorme, mais c'est pas non plus négligeable. Mais surtout, ça va pas affecter de la même manière toutes les ressources. On va plus avoir les mêmes espèces. Et puis, on a parlé tout à l'heure de la nécessité de la stabilité. On parlait d'aller vers des choses plus stables. Une des plus mauvaises nouvelles du changement climatique, c'est que le changement climatique, il va d'abord se traduire par plus de variabilité. Des années bonnes, des années moins bonnes, un stock qui monte, un autre qui descend, etc. Donc, comment on gère ça? C'est un vrai enjeu. Alors, moi, je suis un fervent partisan de la bonne gestion des pêches, parce que je pense que tout le monde en bénéficie. Je suis un fervent partisan de la politique des quotas, et en même temps, je dis, il faut sortir de ce système des quotas qui joue au yo-yo. Une année bonne, une année mauvaise, et c'est très compliqué parce que le changement climatique va au contraire renforcer ça. Mais la solution, globalement, on la connaît. Après, il faut discuter un peu plus finement cas par cas. Il faut qu'on augmente un peu nos exigences environnementales, qu'on remonte les normes de protection, et du coup, on pourra se permettre de faire des choses plus stables. Il faut aller vers ce qu'on appelle des quotas glissants, c'est-à-dire des qui jouent moins au yo-yo, mais des quotas glissants. Ça veut dire qu'il faut changer les normes de gestion. Il faudra réfléchir dans la prochaine PCP, et avant 2040, je pense, à faire mieux. On peut faire mieux au bénéfice des pêcheurs d'abord, que la fameuse gestion au RMD. Ce que tu dis, c'est qu'avec des quotas glissants, finalement, ça peut être aussi intéressant en termes de visibilité pour les pêcheurs. Parce que du coup, ça leur donnerait quand même d'année en année, par rapport à leur exploitation, un peu de visibilité. Oui, je pense qu'il y a une espèce de donnant-donnant en disant accepter des normes de précaution plus précautionneuses. Il va falloir être un peu plus précautionneux, laisser un peu plus de poissons dans la mer, au moins dans un premier temps. Après, je pense que finalement, on en capturera toujours autant. Mais il va falloir, dans un premier temps, accepter des normes un peu plus précautionneuses parce que c'est le prix à payer pour pouvoir faire des choses plus stables, moins fluctuantes. Et dans le contexte du changement climatique qui arrive et de sa variabilité, on va en avoir encore plus besoin. Je ne sais pas si Jean-Baptiste va réagir à ça lui donne peut-être pas trop envie, mais... Si après sur un lissage de quotas, avoir la visibilité, c'est miraculeux, on va dire. Ouais, ce serait le mieux en fait. Et pour nous, on rêve que de ça, mais on a appris à travailler sans. Aujourd'hui, c'est le quotidien de pas avoir. C'est un peu la grosse problématique, c'est qu'on peut pas. On peut pas prévenir demain ce qu'on sera, qu'est-ce qu'on va nous imposer. Donc on investit au jour le jour et en espérant de pouvoir retenir l'année prochaine. C'est à peu près. Et je vais faire un peu de provocation. Si on veut faire ça, par exemple, il faut augmenter tous les maillages. Faut décider de laisser les petits poissons dans l'eau et de pêcher plus que des gros dès qu'ils sont plus là. Quand on dit ça aux pêcheurs, ils commencent par dire « Ouh là là, mais on va perdre du poisson là ». Oui, dans un premier temps, on va perdre un peu de poisson, mais assez vite, si les stocks se reconstituent, tout le monde sera gagnant. On sera gagnant notamment en stabilité. Parce que quand vous avez un stock dans lequel il y a des poissons de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans,
eh ben, ils sont plus stables que quand vous avez que des 1, 2, 3 ans. Ouais. Donc voilà, mais alors bon, il faut y réfléchir stock par stock, faut regarder les choses, on va pas Faut changer du jour au accompagner, lendemain. voilà. Mais le sujet, il va devenir brûlant, hein, il va falloir s'en Et occuper. le sujet est là déjà. Le maillage, tu vas en rigoler, mais je pense qu'on a même pris les devants sur ta demande. C'est que aujourd'hui, les petits poissons, on les voit plus. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y a une génération qui arrive et qui a pris une conscience de ça. Et donc non, j'ai envie de te dire, oui, bah, le petit poisson, il existe un petit peu, sûrement, on va pas dire non, mais il n'existe plus. C'est le maillage, on est au-delà des réglementations aujourd'hui. Maintenant, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais ça existe. Il y a des bons élèves, il n'y a pas que les mauvais. Mais il y a des bons élèves, oui, ça j'en suis. Et puis on le disait tout à l'heure, faut adapter au plus près de la pêcherie aussi pour que ça soit pertinent. Il ne faut pas prendre de décisions globalisantes. Alors ça, si je peux rajouter un mot, moi je crois aussi beaucoup au fait que comme il va falloir avoir une gestion de la pêche de plus en plus adaptative à la fluctuation, il faut sortir de cette vision très top-down où l'Europe contrôle tout, prétend contrôler tout. L'Europe, elle doit fixer des règles, des objectifs, etc. Mais il faut arriver à des gestions beaucoup plus partagées où ce soit les acteurs qui trouvent les meilleurs moyens d'atteindre des objectifs qui, quelque part, sont obligatoires. Là aussi, il y a une espèce de donnant-donnant à trouver. C'est comment on fait que l'Europe réglemente pas tout, mais qu'en même temps, la bonne gestion perdure et s'améliore. Ouais. Merci Didier. Juste pour qu'on fasse le pendant un peu sur ce qui se passe à terre, on a parlé tout à l'heure un peu de guerre de l'eau et je pense que c'est un bon exemple sur lequel Yves pourrait peut-être nous faire quelques commentaires. La guerre de l'eau, elle est sur la transfo, sur l'aval, sur la pisciculture, mais elle pourrait aussi avoir lieu finalement dès la criée. Parce que quand il faut glacer du poisson qui fait 35 degrés, ça nécessite de l'énergie, t'en as un peu parlé. On a aussi des sujets, par exemple Lorient qui a un projet de doubler ses réseaux avec de l'eau de mer, justement dans une perspective changement climatique, en disant à un moment on n'aura plus assez d'eau douce faudra choisir entre l'eau douce pour les habitants et puis l'eau douce pour le poisson. Donc du coup, voilà, il y a des réflexions autour de ça et ça commence déjà à crier. Est-ce que ça peut pas bouleverser quand même un peu les modes d'exploitation sur après impacter toute la filière? Je pense que sur la problématique de l'eau de mer et de la production d'eau de mer et de la construction de filières de production d'eau de mer, oui, la preuve a été faite depuis plusieurs années que c'était essentiel sur un port. Je crois que l'allusion a été faite tout à l'heure à 5 degrés ouest, qui est aussi un acteur majeur qui s'est implanté sur le port de Quéromont, mais je parle pas à la place évidemment de Quéromont, mais parce qu'il y avait une production d'eau de mer sur le port de Quéromont, quoi, hein. Donc tous les ports aujourd'hui ont cette préoccupation d'apporter ce service aux transformateurs, de pouvoir être en capacité de produire de l'eau de mer propre, quoi. La réglementation est extrêmement cadrée, complexe sur la production d'eau de mer propre. Pour aller jusqu'au bout du raisonnement, donc évidemment tu y faisais allusion, il ne s'agit pas simplement de la produire, mais il faut être en capacité de la mettre à disposition, mais de la collecter ensuite et puis de la traiter, puisque on sait tous que elle se recharge encore plus en chlorure après les opérations de transformation. Donc voilà, ça nécessite de très lourds investissements, mais effectivement, il faut là aussi tendre vers une exemplarité environnementale, quoi. C'est clair, mais ça reste vraiment un enjeu pour l'ensemble des ports. Merci beaucoup. Vu l'heure tardive, parce qu'on a largement dépassé notre temps, je vais éventuellement laisser la parole à la salle si certains d'entre vous ont des questions. Si vous êtes épuisés, il n'y a pas de souci. Et voilà, je regarde si jamais vous levez la main. C'est maintenant. Ouais, il y a une question, super. Merci beaucoup. Ah, c'est Armand. Je reconnais la barbe. Merci bien. Oui, Armand Quintel, au comité régional des pêches de Bretagne et accessoirement, je m'occupe de la commission environnement du comité national des pêches. Alors là, j'ai entendu plein de choses sur ce sujet particulier, y compris et surtout sur la planification d'espaces maritimes. La grande difficulté, mine de rien, c'est que dès le début, on voulait nous provoquer, nous imposer des zones avec des vocations dédiées, et vraiment vocation de production d'un côté, de protection de l'autre, aire marine protégée par exemple. Et en Bretagne Pays Noir, le conseil maritime de façade NAMO, Nord-Atlantique Manche Ouest,
on a quand même réussi, et là c'est une démarche qui est très remontante pour le coup, on a réussi à imposer des zones qui sont plutôt des zones de priorité d'action, de priorité entre tous les usages, tout ce qu'on appelle des vocations. Le mot est très mal choisi, hein, la vocation de la mer, c'est très difficile, mais l'administration centrale voulait à tout prix qu'il y ait ce terme-là. Donc on a imposé ces priorités. Des priorités, il y a des zones où il y a des priorités pêche, il y a pêche durable, bien entendu. Il y a des zones où il y a des priorités développement des énergies marines renouvelables. Il y a la zone des 12 000 qui est un petit peu différente. On a voulu la garder en tant que zone mer territoriale, c'est-à-dire qui appartient quelque part au territoire. Et c'est là que la région, c'est là que les collectivités ont un grand rôle à jouer, soit pour développer des volets maritimes pour leur schéma de cohérence, soit carrément pour se projeter vers le maritime quand il y a des communautés de communes qui décident et qui puissent, comme ça, ils pourraient effectivement faire le lien, parce que l'important est là, le lien entre les politiques terrestres, le lien entre la terre et la mer, le lien entre les politiques terrestres par leurs effets qu'ils ont sur le maritime. Parce que quand j'entends parler d'agir par la pêche pour lutter contre le changement climatique, il y a de quoi rigoler, quoi. Parce que honnêtement, quand on entend le rapport maritime du GIEC qui dit que 93% de l'excès de chaleur vient de la Terre et que la solution sera résolue, sera trouvée que par une action profonde, une action efficace sur les politiques continentales, par leurs effets sur la mer, mais que par leurs effets globaux sur la planète, là on se dit qu'agir en considérant le marin pêcheur qui est sur l'eau comme un ennemi de l'intérieur, c'est une grosse connerie, quoi. Voilà, simplement. Il faut agir globalement sur la totalité des activités anthropiques qui provoquent ce réchauffement climatique. On pourra supprimer les pêcheurs, faire les meilleurs modes de gestion qu'on veut pour la pêche. Est-ce que ça va arrêter ou freiner simplement le réchauffement climatique, le réchauffement global de l'océan? Est-ce que ça va stopper l'acidification globale? Est-ce que ça va stopper tous ces plastiques qu'on trouve en mer? Et là, on se dit non, on va mal. Et c'est pareil, l'articulation entre la politique de l'eau douce. L'eau douce, c'est très simple, une formule un petit peu lapidaire, mais une formule très simple. Et il y a 60 ans, la terre nourrissait, l'eau douce qui descendait de la terre nourrissait la mer. C'était des effluents qui étaient riches, qui étaient sains. Quand on voit les effets du barrage d'Arzal, bon, les barrages, on va dire des barrages, c'est bien, c'est important, sauf que maintenant, c'est devenu une réserve d'eau douce qu'il faut traiter, et on est en train de finir l'émissaire qui ramène de l'eau douce jusqu'à Rennes, parce qu'on a besoin d'eau douce. Et là, cette eau-là ne va plus nourrir la mer. Donc comment on va faire si on a des politiques globales qui ne permettent pas, quelque part, d'avoir une productivité plus efficace, pour le milieu marin. Donc là, c'est assez difficile, mais c'est vrai que c'est très large. Je vous invite à regarder tous la stratégie de façade qui est en ligne, stratégie de façade NAMO, c'est très facile. Maintenant, on va rentrer dans les programmes de mesure, le plan d'action. Le problème, c'est qu'on doit le résoudre aussi bien avec l'approche et l'approche des objectifs environnementaux, donc l'environnement, que l'économique et le social. Et on doit le faire pour présenter, il doit être terminé en juillet. Pourquoi? Parce qu'on doit en faire une évaluation environnementale stratégique. Donc on est pris par le temps, on essaye de faire au plus rapide, et globalement, je veux bien croire que tout va très vite, mais quand on doit faire des choix stratégiques d'importance, c'est extrêmement difficile de travailler comme ça. Alors la seule grosse bonne nouvelle, mine de rien, c'est que l'État français, mine de rien, c'est quand même a pris la mesure des choses et fait des processus maintenant qui sont remontants. Il y a un contrat pour l'action publique qui concerne la région Bretagne. Il y a éventuellement une grosse tendance lourde pour reprendre quelque part de l'importance pour les régions, pour que ça puisse remonter aussi et que les régions aient plus leur mot à dire. Mais jusqu'ici, pour le maritime, avec le décret qui gère tout ça, eh bien c'est l'État tout seul qui est le gestionnaire du maritime et qui rédige le document stratégique pour les façades. Et là, c'était quelque part une grosse erreur. On a réussi à faire prendre en compte la conférence régionale mer et littoral bretonne, comme l'Assemblée régionale mer et littoral des Pays de Loire, mais c'est tout nouveau. Et je le répète, ça va très vite. Et là, pour le coup, c'est une très très grande inquiétude. J'espère que ça va se passer au mieux, mais visiblement, c'est pas simple, quoi. Voilà.
Merci Armand. C'est plus une contribution qu'une question, je crois. Si ce n'est que peut-être Didier veut répondre, parce que je pense qu'il y a une incompréhension sur l'approche. Oui, je pense qu'il y a une incompréhension totale. Je n'ai jamais prétendu que les pêcheurs étaient responsables du changement climatique en aucune façon. Enfin, ils émettent un peu de CO2, mais enfin bon, c'est pas ça qui fait. On est bien d'accord, c'est pas ça qui fait le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, et vous avez complètement raison, quelque chose qui est imposé par les émissions de CO2 des activités terrestres, d'abord et avant tout. Ce que je dis, c'est que la pêche doit être bien consciente qu'elle va en être victime et qu'elle doit donc se préparer à s'adapter parce qu'elle va subir ça. Et alors en particulier, ce qui va se passer dans les 20 ans dans le milieu marin, on sait déjà, la machine climatique de l'océan, elle a une telle inertie que c'est déjà lancé, quoi. Les modèles sont extrêmement précis sur ce qui va se passer justement jusqu'en 2040. Sur la suite, ça va dépendre de la quantité de CO2 que les terriens, on est là aussi d'accord, émettent du côté de la Terre. Donc simplement, je dis, il faut que les pêcheurs se préparent à ce qu'ils vont être obligés de subir et que la meilleure façon pour eux de se préparer, c'est de gérer au mieux les ressources en travaillant sur la résilience des écosystèmes. Ce qu'ils commencent à faire, mais je pense qu'on peut faire encore beaucoup mieux au bénéfice des pêcheurs d'abord, des poissons, mais des pêcheurs en même temps. Écologie et économie, de nouveau, là, vont aller dans le même sens. Merci. Oui, j'entends Olivier parler du volet social, mais ça c'était un autre débat sur lequel je suis intervenu tout à l'heure. Ouais. C'est la question est-ce que la pêche est au bénéfice des territoires? Si le bénéfice des territoires, c'est le critère social qui doit ressortir en premier. Je vois que tu as beaucoup d'approches ou de convictions, mais je crois bien qu'aujourd'hui les pêcheurs, c'est pas des enfants à la maternelle. Je crois bien que quand j'entendais tout à l'heure que tu disais que fallait qu'ils prennent conscience du dérèglement climatique. Je crois qu'ils l'ont pris conscience depuis bien longtemps. Donc à un moment donné, la morale c'est bien, être moralisateur c'est moins bien. Par contre, faire des propositions professionnelles pour justement pouvoir anticiper et se donner les moyens d'entreprendre sur ce qui va se faire en termes de dérèglement climatique et que derrière on n'aura pas la main et qu'il faudra bien justement que les professionnels s'adaptent. C'est mieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'entends être le moralisateur, c'est bien. Mais être proposer des choses, c'est mieux. Pardon, je viens d'écrire un livre de 500 pages qui fourmille de propositions. J'ai pas encore entendu celle des professionnels, et notamment des organisations professionnelles, sur qu'est-ce qu'on fait pour se préparer au changement climatique. Alors Olivier, après, je dis pas que mes propositions... Je pense que si tu viendrais plus souvent aux réunions... Je pense que ça serait bien qu'on se mette autour d'une table pour en discuter. Ouais, avec une bière. Ouais, mais je te dirais une chose, c'est que viens aux réunions professionnelles, tu verras qu'ils font des propositions. On t'a pas attendu. Olivier, je pense qu'il a pas voulu dire ça non plus, mais voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que sinon on va débattre pendant longtemps. Je tiens à tous vous remercier d'être restés jusque si tard. D'une part, à tous les intervenants parce que c'était passionnant et on voit bien que les débats sont pas du tout, on en est vraiment qu'au début. Et je vous rappelle qu'effectivement il y aura une réunion de restitution, sans doute un peu plus raffinée, un peu plus détaillée aussi, le 6 novembre prochain. À la région, en la présence du président de région. Donc ce sera sans doute un moment très, très intéressant de repartager tout ça avec vous et puis de se projeter un peu plus vers l'avenir. Merci beaucoup.